Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va même sans avoir pu faire le sommaire d'intro, t'es pas trop perturbé? Non, pas trop perturbé parce qu'on a beaucoup de questions, mais avant ça... Ouais, exactement, on a demandé à poser des questions, c'est notre faute. Hein. On demande de poser les questions, vous en posez, ma foi, on assume derrière. Ah, il faut assumer, il y en a beaucoup là. Ouais, il y a beaucoup de questions, du coup c'est super, ça nous permet de parler de plein de petites thématiques, et moi c'est le genre d'épisode que j'aime bien en général, parce que souvent on est un peu frustré, on dit « Ah, on a encore dû parler de ça, ah, puis il y avait ça, puis il y a machin qui a signé là-bas, puis t'as entendu telle rumeur, puis on n'a pas le temps de tout faire, donc c'est super. » Mais avant de partir dans le vif du sujet, on va dire, n'hésitez pas à... Je me rends compte qu'on le fait jamais, mais parlez de nous autour de vous. On se rend compte qu'il y a des gens qui suivent le hockey, qui nous lisent, qui nous croisent dans la patinoire. « Ah, je vous ai vu au Pécaliste !» Puis, mais vous écoutez sur notre podcast ? « Ah non, je connaissais pas !» Parler de nous autour de vous, c'est la meilleure publicité que vous pouvez nous faire, c'est de dire bah, j'écoute deux types le mercredi à 17h, ils font 2-3 théories, ils sont supportables, bah, écoute-les, c'est marrant. Donc si vous voulez parler de nous autour de vous, c'est la meilleure pub que vous pouvez nous faire. D'ailleurs, il y a certaines personnes dans les messages, je vais essayer de les lire dans les questions ou bien les opinions que vous nous avez transmises, qui nous disent « Ah, bah, je vous ai découvert il y a tant de temps, vraiment j'adore, ou bien j'écoute même la partie qui est pas sur mon club. » Ça aussi, c'est le plus joli compliment en fait qu'on peut nous faire, c'est quand on est fan d'un club, ben, on écoute le reste en fait. Oui, alors bon, que les supporters lausannois et fribourgeois écoutent la partie Genève quand ils prennent des pétés... On va pas se mentir, on vous voit, hein, on n'est pas surpris. Mais même quand ils gagnent, c'est là où c'est important. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça. Si on rentre maintenant un petit peu dans le vif du sujet et que on essaye en fait, d'avoir un fil, un poil rouge, ou en tout cas... On commence peut-être par Julien Sprunger, ce qui est l'événement du week-end où il n'y a pas vraiment de questions là autour. Non. Et moi, je voulais dire juste, forcément, je pense que tout a été dit et tout a été fait sur Julien Sprunger. Petit hommage quand même au club, parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait tout juste sur ce coup-là. Que ce soit l'organisation de la soirée, que ce soit le matériel de communication, on va dire là autour, les vidéos, elles sont géniales. Mm-hmm. Et j'ai un peu l'impression que s'il y avait un club par le passé où en gros il y avait Hubert Audria avec deux enfants avec des flambeaux qui venaient sur la glace et puis qui patinaient pendant 3 tours puis qui disaient ouais, bah bravo, ça fait les 500 ans du club, voilà, il y avait Hubert Audria. 500 tours, 500 voilà, ans. Au revoir, merci. Bah là ils ont fait un peu les choses en grand et ça en général on est un peu habitué à ce que ce soit Genève qui fasse vraiment les choses bien, on va dire. Il y avait cette culture qui était évidemment apportée par Chris Maxorley, où ces Nord-Américains, ils savent quand même assez bien mettre en scène les choses pour que ça ait de la gueule. Ouais. Et là, Fribourg l'a très bien fait. Et au-delà de l'hommage à Julien Sprunger, tout le monde l'a fait. Il n'y a pas besoin que les deux Gugus du mercredi viennent à rajouter une couche. Ça, je trouve que c'était assez beau dans cette soirée, finalement. Ouais, mais en même temps, il mérite. Et le fait est que, je crois qu'on l'a écrit les deux, l'autre joueur... Et c'est presque un petit peu tricky parce que j'ai l'impression que Sprunger, c'est vraiment le premier là derrière. C'est que si tu cherches des photos d'un autre maillot de Julien Sprunger, il faut vraiment te lever de bonne heure. Ça va être un petit peu plus facile avec Reto von Arx, qui a certes porté le maillot de Davos en National League, 1004 matchs je crois, et pas d'autres maillots parce que quand il était à Langnau, on rappelle qu'il est bernois, il avait le maillot, mais c'était en Ligue B. Voilà. Mais tu sais, il y a ce petit truc nord-américain. Il est allé à Chicago, et puis il est allé en AHL. Donc finalement, des images d'un autre maillot, on en a. Tandis que Julien Sprunger, il a fait un match avec la Chaux-de-Fonds. Ou bien non, avec Neuch. C'est juste, avec la Chaux-de-Fonds. C'est juste. Et puis avec Gain. Et puis, ouais, alors Gain en première ligue, c'est évident que... Et puis il avait 17 ans ou 16 ans, donc... Ça, quand t'es jeune et que t'as pas encore commencé ta carrière professionnelle, je dis pas. Non, bien sûr. Le maillot je pense que c'est un collector. Parce si que quelqu'un du côté de la Chaux-de-Fonds a le numéro... ce sera sûrement pas un numéro floqué, déjà, ce sera le numéro 78 ou un truc qui a rien à voir. Mais je pense qu'il doit plus exister ce maillot qu'a porté Julien. Et même niveau photo, j'ai un peu cherché, je dois dire. Ouais. J'ai pas perdu non plus 1h30. Hein, non. Mais rien trouvé. J'ai regardé, en fait, c'était contre Forward March, si je dis pas de bêtises, c'était un 4 novembre, et ils avaient perdu 5-3 la Chaux-de-Fonds, c'était chez eux. Mais je trouvais ça assez dingue d'aller regarder dans les archives. Je voulais voir s'il y avait le télégramme complet. Et puis ça, le télégramme complet, en tout cas que nous, on a donné à l'époque, comme c'était de la Ligue B, ben
on donnait encore, même encore que maintenant, le télégramme un peu ramassé. Donc, comme il n'avait pas marqué de points, on ne pouvait pas le voir. Donc, et puis, c'était pas mis Julien Sprunger en prêt de Gauthieron. Mais un seul match. Et c'est à peu près la seule fois où il n'a pas porté un maillot avec le Dragon, quoi, dans sa carrière, on va dire, pro. En club, ouais. Ce qui est assez admirable. Ça me fait penser, en fait, j'essaie de me dire que c'est surtout en foot qu'on peut avoir ça par le passé. En tant que fan de l'AC Milan, forcément que j'ai pensé à Maldini, qui était la figure. Il doit y avoir des joueurs du Barça aussi, comme ça, qui ont fait toute leur carrière à Barcelone. Mais pour dire, c'est vraiment rare. Ce qui énerve certaines personnes dans les autres clubs, c'est bon, j'ai un Sprunger, c'est bon, on en a marre. Là, je pourrais comprendre cette semaine, je comprends. Tu sens quand même une petite pointe, évidemment, de jalousie. Pas forcément du fait qu'il a marqué ses goals et qu'il va continuer à en marquer encore, mais plus par cet aspect de fidélité qui correspond en général bien aux ultras ou aux supporters très très fans d'un club, qui s'identifient à leur club et qui du coup peuvent vraiment s'identifier en une figure d'un gars qui n'a porté le maillot que de leur équipe. Mais moi je pense qu'aussi à travers les années, je pense que Julien Sprunger avait au début assez rapidement une assez mauvaise réputation. Il se faisait assez souvent traiter de danseuse à gauche et à droite, de gars qui se laissent assez rapidement tomber. Et il a eu quelques suspensions aussi assez tôt dans sa carrière pour notamment, je me rappelle d'un coup de se faire à la tête d'un Davosien. Il y a eu 7 matchs, il en a pris plusieurs. Je dirais bien, même s'il n'a pas pris 2 fois plus de 5 matchs. 7, je suis quasiment sûr. 7 une fois, ouais. Et là, je trouve que sur les 5-6 dernières années, en fait, il n'y a plus rien il y a plus de critique potentielle à faire sur l'attitude sur la glace. Il est toujours exemplaire. Au niveau de son jeu, il n'y a jamais eu de... Justement, à une époque, il était un peu plus feu follet, on va dire. Puis de temps en temps, il pouvait peut-être faire un geste qui n'allait pas ou qui n'allait pas. Il était plus grand aussi à Davos, moi je me rappelle, c'est qu'il était une tête au-dessus du Davoisien qui avait pris un coup. C'est clairement sa faute, c'est pas parce que c'est une voiture plus grande que l'autre que tu dois rouler sur la Twingo, on est bien d'accord. Mais là, depuis 5-6 ans, je pense qu'il est incritiquable et il est peu critiqué aussi à l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi un respect qui est limite induit. Je pense de la même manière que les gens pouvaient détester Tristan Chervet à une certaine période, puis là, de plus en plus, on rentre dans « ouais, mais quand même, on l'aimait pas, mais on se rend compte que... » ce qu'il apporte, ce qu'il fait, ce qu'il représente pour son club, même si c'est différent, mais même, je pense que c'est pas forcément différent dans l'identification des fans aux joueurs, Chervet à Berne et Sprunger à Fribourg, mais l'aspect, j'ai joué tous mes matchs, commencer au club, fait les juniors, jouer tous les matchs là, rester malgré la pression de Zurich pour aller jouer le titre, c'était quand même clairement ça le point. À un moment, il a privilégié de rester à Fribourg, et ça c'est assez admirable, et je trouve qu'il a été vraiment honoré de belle manière, je trouve. En plus, ses coéquipiers ont le bon goût de gagner, donc ça fait que la fête était belle jusqu'au bout. Et puis petit moment autopromo, j'en ai déjà parlé au Pécaliste, mais je parlais la semaine passée qu'on allait avoir plein de contenu à lire. J'ai trouvé la double page de la Liberté dans le journal de lundi très belle. Ça rendait bien hommage à cette soirée justement. Puis à titre purement personnel, moi j'ai fait l'interview de Julien par l'intermédiaire d'Andrei, qui a été publié samedi matin. Je suis persuadé que certains l'ont lu, donc désolé de rabâcher avec ça, mais c'est un sujet dont je suis assez fier. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, il est disponible sur le site de Blick. Et il y avait un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que le Sonntagsblick a décidé de se dire finalement c'est vraiment très intéressant cette interview, ça marche pas mal, on va mettre dans notre journal papier. Sur 3 pages. Et ça m'a bluffé. Je suis revenu d'un week-end lundi matin, j'ai lu le Sonntagsblick. Je vois 3 pages sur mon fusil, je me dis ok, c'était pas une mauvaise idée. En format papier, faut bien se dire qu'en tant que journaliste, on a quand même encore un rapport au papier, en même tant que si journaliste. Ouais, mais même on se rappelle, on a ce rapport à la chose qu'on tient dans les mains et qu'on peut tourner, et qui fait que c'est la mise en page dans un journal, c'est quelque chose d'important pour nous, et je voulais le souligner. Si on passe maintenant, on va essayer, on a des questions à ce sujet, mais désolé si peut-être on cite pas forcément la personne qui nous a posé la question, parce qu'il y en a eu 2-3 à ce sujet. Tu parlais de Zurich, il y a Tim Berni, ancien junior, zurichois,
qui n'a pas été conservé par Columbus, qui je crois conserve par contre ses droits, mais ils le font pas jouer. Il n'est pas dans le roster de NHL pour commencer la saison. Alors forcément que plutôt que d'aller en AHL où il a déjà fait plusieurs saisons, le but maintenant c'est de se dire ouais, mais est-ce qu'il ferait pas mieux de rentrer en Suisse, histoire de remontrer qu'il est bon, puis que de faire à la NHL coucou, je suis pas si mauvais que ça. Fameux je reviens en Suisse mais je repartirai, c'est promis. Exactement. Maintenant, là il est très jeune, c'est peut-être ça aussi qui fait que, mais je suis d'accord. On en a quand même beaucoup maintenant d'exemples et on en a pas beaucoup qui sont vraiment repartis, je te rappelle. Absolument. Et la question un peu c'est de se demander où est-ce qu'il va aller, et puis le faisceau d'indices mène quand même clairement vers une destination, non ? Ouais, on en parlait la semaine passée, on en parlera sûrement juste après sur David Abichère, où j'avais dit moi je pense qu'il va aller à Lugano. Je suis juste pas suffisamment sûr pour l'écrire parce que j'aime pas me tromper, j'aime pas écrire des choses fausses, donc je préférerais toujours avoir une vérification de plus avant d'écrire une info. Je pense que j'aurais pu écrire Abichard la semaine passée, j'ai décidé de pas le faire parce que j'étais vraiment pas 100% sûr. Aujourd'hui, je suis vraiment pas 100% sûr pour Tim Berni non plus, mais de tous les indices que j'ai, les gens avec qui je parle, honnêtement, pour moi, il y a 2 pistes qui existent encore, et c'est Lugano, pas du tout. Je vais en parler d'Abichard. C'est Zurich et Zug. Zug, j'ai juste aucune info. Honnêtement, c'est le noir complet. Le reste, je vois pas où il peut aller d'autre. J'ai fait mes téléphones à gauche, à droite. Je m'excuse, j'ai pas fait le téléphone à Langnau ou à Ajoie, mais même à Rapperswil, j'ai pas regardé. Mais tous les autres, on va dire suspects usuels, j'ai tous essayé de trouver l'information. Et je pense qu'à nulle part il y a de l'intérêt. Enfin, intérêt il peut y en avoir, mais en tout cas ça se matérialisera pas. J'ai vu aussi des Fribourgeois qui m'ont parlé de ça sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas le truc au-delà du fait que je pense pas qu'il va aller à Fribourg. Moi je me mets à la place des dirigeants de Fribourg qui ont peut-être un peu d'argent parce qu'ils vendent des fondus par tonne chaque match à domicile, puis ils ont sûrement peut-être un peu d'argent de côté, mais en même temps t'as une équipe qui est leader du championnat après un tour alors qu'on l'attendait plutôt vers 6-8, donc tout se passe bien. La défense tient clairement la route avec l'absence de Dave Sutter. Streulet, dont on dit qu'il faut qu'il joue un petit peu plus, et on lit beaucoup les supporters fribourgeois nous dire ouais bon, Streulet, il devrait jouer plus, c'est un scandale, ça va nous faire une Abichère, une Glauser, une je ne sais quoi. Là maintenant il commence à jouer, puis on voudrait mettre Tim Berni devant, ça n'a aucun sens je pense, d'un point de vue construction de l'équipe. Et ça veut aussi dire que tu fais venir Tim Berni, c'est-à-dire qu'un membre de ton top 4 descend. Et est-ce qu'il y a vraiment un membre du top 4 à Fribourg qui doit redescendre d'un cran ? Je suis pas persuadé. Et même si c'était l'idée de le faire venir, est-ce que cet argent mis sur Tim Berni sera pas peut-être plus utile à un autre moment de la saison pour, je ne sais pas, engager un gardien étranger au cas où, avant les playoffs, par exemple, de faire venir un étranger, playoff, play-in, peu importe ça, on est trop tôt pour parler de ça. Faire venir un autre joueur de champ étranger pour amener une concurrence en attaque ou en défense. Bref, et comme on en parlait un tout petit peu en off avant l'épisode, si Tim Berni veut du power play, avec Borgman qui est excellent depuis le début de la saison, Gunderson qui est vraiment toujours aussi bon, puis Diaz qui peut arriver en numéro 3 s'il faut, il n'y a pas beaucoup plus de place sur le power play. Ça ne veut pas dire qu'il y a une aussi grosse profondeur qu'à Zurich. Par contre, est-ce qu'il y a plus de place à gratter sur le power play ? Je ne suis pas sûr. Alors, je vais reprendre, on continue à parler du sujet Berni. J'ai retrouvé une des questions, alors qui était vraiment, alors pour le coup, non seulement il posait la question, mais en plus il abattait déjà un peu certains arbres pour nous. C'était salut les call guys sous la bord, c'est Nathan. Tu vois, bon, merci pour vos podcasts, les semaines paraissent longues en attendant le prochain mercredi. Je me pose des questions au sujet du peut-être court retour de Tim Berni en National League. Vous spéculez sur quelle destination ? Zurich paraît évident, mais la concurrence est rude pour un gars qui veut retourner au State l'année prochaine. Niveau budget, je pense qu'ils peuvent se permettre de le prendre pour ne pas le voir ailleurs. Berne n'en veut pas, en parenthèse Watson. On peut dire aussi Greg, donc. Lugano et Zug pour être... Non, j'ai repris Watson. D'accord. Pas l'info. Non, je m'attribue pas ça. Lugano et Zug pourraient être possible malgré les effectifs déjà bien remplis. Genève paraît aussi déjà bien complet, tout comme Lausanne. Bienne pourrait sauter dessus avec tous les blessés, mais apparemment serré niveau budget. C'est vrai. On me dit aussi que Bienne, maintenant, niveau pognon, quand il s'agit de lâcher quelque chose, ils sont... non, ils font pas n'importe quoi. Fribourg semble avoir le bon, le moins profond en défense, mais voir si le budget le permet, peut-être un cadeau de Noël grâce au revenu de la billetterie ou des fondus. Faut qu'il nous envoie un message vocal la prochaine fois, puis on le diffuse. C'est très complet. Les autres clubs ne peuvent sans doute pas se permettre financièrement. Quels sont vos avis ? Et
pour rebondir là-dessus, je me disais aussi, tu te rends compte que tu as un gars comme Tim Bernie qui est disponible finalement. Puis, tu es là à te dire, ouais, bon, ben, est-ce que j'ai envie de chambouler tout mon truc pour Tim Bernie? Alors, je pense que si on va prendre Henrik Tom Ernest, dit, moi j'ai envie de rentrer en Suisse, à se bousculer au portillon, puis tout d'un coup de dire à n'importe quel joueur de ton... Écoute, là il va falloir que tu recules un peu dans l'alignement. T'as Romagnosi qui se dit, ouais, bon, c'est bon maintenant. Et difficile, il n'y a même pas besoin le joueur comprend de lui-même que, ouais, ok, on a envie de gagner, il n'y a pas de problème. Tim Bernie, c'est un super joueur, il n'y a aucun souci, mais est-ce que vraiment ça t'amène un immense plus maintenant? Je trouve que c'est difficile. Et on parlait de Zurich en disant, ah bon, bah, y a, le faisceau d'indices porte vers les deux villes en Z, mais plutôt Zurich. Lettonen, Kukan pour le powerplay, ben voilà. Yannick Weber, ok, il est plus tout jeune, hein, ça reste quand même un bon défenseur. Puis après, tu te retrouves avec Gehring aussi. On oublie toujours. Et Christian Marty. Faut pas oublier Christian Marty. C'est un défenseur international. Christian Marty, il l'adore. Il est pas dans le manager. Et Christian Marty, il a une vraie importance dans cette équipe. Absolument. Donc finalement, tu te retrouves de nouveau à te dire, ok, on peut peut-être déplacer Gehring. Et c'est sans doute c'est peut-être ce qui va se passer. Mais par contre, de lui attribuer du powerplay ou de lui donner un rôle un peu pour montrer à la NHL, et c'est pas qu'un défenseur défensif avec une bonne première passe, c'est compliqué. Et en même temps, il faut remettre les choses dans leur contexte. Tim Bernie, c'est un 2000. Oui. Il a 23 ans. C'est ce que je disais quand il était jeune, pour dire... il est jeune. Et il est de la même génération. Il a fait les championnats du monde M20 avec Sandro Schmidt, avec Yanis Moser, avec David Ebicher, avec Furboon, avec Valentin Nussbaumer. C'est tous ces gars-là qu'on considère comme des joueurs en devenir. Oui. Et Tim Bernie est un joueur en devenir. Et moi, c'est là où je pourrais plus facilement imaginer, je pense pas que ça va être Bien, hein, mais Bien, ça aurait fait tellement de sens. Absolument. Parce que tu dis à Radgeb, écoute mon gaillard, oui, on veut te prolonger, c'est très possible, mais on va partir à un seul défenseur étranger l'année prochaine au lieu de 2. Tu me dirais, ils sont à 1 quand il y a Poca aussi, parce qu'ils comptent pas comme défenseur étranger. On a une question à ce sujet. On y reviendra. On part à un vrai défenseur étranger, le Yakovenko ou peu importe, mais un seul, si tu peux t'arranger. T'as Delémont qui vient un petit peu. Radgeb, ok, on te garde, hein, on est très content de t'avoir, mais on met Bernie en plus. Et là, Bernie, cette saison, il pourrait même avoir un peu de powerplay, et là, il aurait fait sens. Au présent et au futur, si futur il y a. Et moi, c'est pour ça que la piste Bien, c'est celle qui me plaisait le plus. Mais voilà. Par contre, si t'es de Zurich... la piste Fribourg me plaît aussi si on, dans l'absolu. Parce que sans être... Yecker fait un très bon début de saison, hein, mais c'est clair que si tu peux te dire que pour plusieurs saisons après, tu peux avoir Tim Bernie en sachant que Gunderson a un certain âge, en sachant que Diaz a un certain âge... tout d'un coup, tu commences à mettre les pièces. C'est pour ça aussi que David Ebicher, j'aurais trouvé tellement plus intelligent de sa part de ne pas aller à Lugano. Mais après, voilà. Ça aurait fait sens aussi, finalement. Après, beaucoup de défenseurs de 2000. Tu commences à avoir beaucoup de jeunes. La pression sur le truc. Pas forcément sûr que ça aurait été malin d'en avoir plein comme ça. Mais c'est comme ça que j'imaginais un peu le truc. Mais ma foi, ça se passe pas comme ça parce que tu as des contrats à long terme. T'es aussi finalement un peu pieds-poings liés par tes longs contrats. Parce que tu veux t'assurer quand même d'avoir le type pendant un moment. Alors après, est-ce qu'on en vient à des échanges en disant, écoute, je te donne machin, puis toi, tu me donnes celui-là, comme ça, je me débarrasse d'une certaine manière de ça pour pouvoir accueillir un autre. Mais c'est vraiment pas évident. Elle est intéressante, la situation de Tim Bernie sur le marché, je trouve. C'est assez passionnant de voir comment ça se développe. Mais je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on se rend compte aussi des structures et des constructions des clubs. Et à un moment, tu l'as dit aussi très justement, on en enlève 4-5, on va dire. Lugano peut tout à fait se dire, on prend Tim Bernie, puis comme ça on a notre défense pendant des années. Puis en même temps, les agents se disent attends, hein, on en est où à Lugano, le défenseur étranger, Carl Anderson signé longtemps, à la Talo. Oui, tu peux peut-être te séparer de certains contrats, mais c'est compliqué. Ouais, et après, il y a encore Dominique Egli qui est sur le marché.
Juste. Est-ce qu'il veut rester là-haut à Davos? Est-ce qu'il s'y plaît? Est-ce qu'il veut voir autre chose? Je ne sais pas, mais ça rajoute encore une couche. Est-ce que Davos se dit, bon, mais attends, Egli, il va s'en aller? Peut-être. Est-ce qu'ils savent qu'il va s'en aller? Mais en même temps, Bernie, il veut pas réfléchir à long terme. Ouais. Et c'est pour ça, je pense qu'au final, il va aller à Zurich parce que, déjà, il va jouer des matchs importants, il va jouer du powerplay, il va peut-être jouer du powerplay, mais surtout, il va jouer des playoffs, il va avoir des matchs à enjeu, il va être en lumière à Zurich, plus qu'à n'importe quel autre endroit. Et moi, c'est pour ça que je le vois aller là-bas. Mais le seul truc, et ça, c'est pour ça que j'ai zéro info là-dessus, c'est dans la, on va dire, entre guillemets, je déteste utiliser ces métaphores-là, mais dans la course à l'armement, entre guillemets, si tu engages Tim Bernie, ça veut dire que l'autre n'engage pas Tim Bernie. Ouais. Et Zug, qui a pas la défense la plus profonde de la ligue, qui fait jouer un Léon Mougli assez rapide, assez haut dans l'alignement, ce qu'on aime beaucoup à Hockey Manager au passage, mais ça n'a rien à voir. Qui a ses deux défenseurs étrangers certes, mais qui manque peut-être un petit peu de profondeur à ce niveau-là, pourrait se dire bon, déjà il va nous aider, ce qui n'est pas perdu, et accessoirement il va pas aider Zurich. Le premier défenseur suisse qu'ils ont, c'est Geiser. Exactement. Donc on a Bengtsson, Hansson, Geiser, ça tient complètement la route. Ils ont finalement perdu Sami Kreis aussi qui était là, et ils ont Riva qu'ils ont payé relativement cher, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, Lugano l'avait prolongé relativement cher. Et puis, est-ce qu'Elia Riva, ou entre Elia Riva et Tim Bernie, pour moi, il y a, ça commence à être, il y a même pas de discussion. Tu te dis que si tu peux avoir Tim Bernie, tu prends Tim Bernie. Mais ce que tu disais aussi, c'était dans la tête. Est-ce qu'il accepte de revenir cette année, puis après il veut repartir peut-être en AHL en disant, mais je vais quand même peut-être réussir à m'imposer en NHL avec une autre équipe selon le salary cap qui monte. Enfin, on ne sait jamais comment ça se construit avec ça. C'est une sorte de droit aussi. Ça j'ai honnêtement aucune idée. Mais visiblement, Columbus a encore les droits pendant un moment. Donc ils ne l'ont pas échangé à quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que l'année prochaine, ces droits à Columbus tombent et donc il sera vraiment sur le marché? J'ai cru dire 2027 sur les droits de Tim Bernie, mais tu peux quand même toujours les échanger. Après, je pense que c'est pas forcément un immense problème si tu vois pas d'avenir avec lui. Donc, mais tu disais, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, moi, je propose qu'on parle des Bichères. Je sais pas si on a des questions là autour ou pas. Non, j'ai pas vu de questions à ce propos, mais par contre... David Abicher, 5 ans à Lugano, on disait la semaine passée que ça me semblait être le plus probable aussi parce qu'il faisait le même parcours que David Abicher 1. Ouais. En signant, pas dans le même ordre, il a tiercé dans le désordre, mais il a fait Lugano après Rapperswil et Fribourg, ce qui a également fait David Abicher dans un autre ordre. Il était revenu à Lugano d'Amérique du Nord et après il est allé à Rapperswil. Il a aussi joué à quoi dans ma mémoire, David Abicher 1. Ouais, c'est complètement... Et je souhaite pas à David Abicher 2 de jouer à Coire, mais... Là, ça voudrait dire que c'est de la My Hockey League. Voilà. Mais il a signé 5 ans là-bas, et il y a eu pas mal de gens qui ont répondu sur les réseaux sociaux et qui étaient assez intéressants en disant, mais il y a vraiment des joueurs suisses qui vont là-bas et qui voient leur carrière se développer, on va dire, au-delà de ce passage à Lugano, ou est-ce qu'ils vont pas tous un petit peu s'enterrer, c'est un bien grand mot, mais dans une issue, une voie sans issue. Et certains ont directement donné le nom de Calvin Turkov, qui est effectivement un très bon exemple. Après, laissons-le sur le long terme aussi, mais ça s'est bien passé avec lui. C'est vrai, par contre, que par le passé... Lugano, ça n'a pas toujours été l'endroit le plus prolifique pour les joueurs suisses talentueux. Je suis d'ailleurs sur la page de Romain Leffel pour voir un peu ce qu'il a réussi à faire avec Lugano. Parce que la question c'était, citez-moi effectivement un joueur qui est parti à Lugano et qui a véritablement vu sa carrière décoller, qui était nettement meilleure que ce qu'il a fait avant. Certains disaient, Damien Brunner, vous vous souvenez, et finalement, même si on prend Alatalo, excellent à Zug depuis qu'il est à Lugano, est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'il a franchi un palier? Tu me diras, vu l'âge, des fois c'est peut-être plus compliqué de franchir un palier. Mais même, tu vas là-bas, tu sais que tu auras des responsabilités, tu sais que tu peux améliorer tes statistiques. Et finalement, si je regarde pour Romain Leffel, il a fait une saison 32 points, 23 points, 23 points, 21 points. Il est plutôt allé en descendant finalement et en jouant... Alors,
48, 50 et 33 matchs. La saison où il est 21-22, où il joue 33 matchs à Lugano, il met 21 points. Ce qui est plutôt correct si on extrapole ça sur 50. Mais voilà, et à Genève, il était sur du 29, 33, 36, 24. Donc, ouais, il a pas franchi un immense pas finalement en allant à Lugano. Il fait 25 points avec Berne, donc il est dans ces eaux-là, mais le passage à Lugano n'a pas été mirobolant, si je puis dire, à part peut-être la première saison où il était pas mal. Donc, pour un jeune, en plus, et vu la construction de l'équipe, je sais pas, je trouve que ça a l'air vraiment, malheureusement, en tout cas, personnellement, un avis, et peut-être que je me trompe complètement, mais le côté pognon fait que... Je trouve que l'aspect sportif, si on réfléchit froidement, pour moi, la meilleure place, c'était Fribourg, en faisant complètement abstraction de son origine. C'est pas une question du canton et tout, mais quand on voit les contrats et la suite à donner, ça paraissait tellement logique, ou un bien. Là aussi, à la place d'un Radgeb. On rajoute juste un nom sur les joueurs qui ont explosé à Lugano, Gregory Hoffman quand même. Oui, c'était... Voilà. Je pense qu'il a été complètement oublié parce que voilà, maintenant il est à Douk depuis quelques saisons. Mais il fait une dernière saison à 51 points à Lugano. En bien sûr. Il avait un plus grand rôle qu'à Davos aussi. Il a franchi un palier à Lugano en 4 saisons. Et on l'a complètement oublié. Moi, le premier, j'ai pas répondu. Enfin, j'ai beaucoup lu, mais j'ai pas répondu. Ouais, alors bon, tu dis faisant abstraction de son origine, je suis entièrement d'accord. Par contre, il y a plusieurs ponts qui mènent à Fribourg, mais il les a tous brûlés. Et pour brûler un pont, c'est toujours la même chose, c'est comme dans un divorce. C'est pas toujours lui qui a tort, elle qui a raison, lui qui a. Il y a forcément des torts partagés. Par contre, les ponts étaient brûlés, carbonisés, cramés, démontés, même celui de la Poya, il y en a plus un. Donc il y avait aucune chance. Aucune chance que David Abicher revienne à Fribourg en l'état. Ça ne veut pas dire qu'à 36 ans, quand il aura fini sa carrière, avec 3 titres à Lugano dans les 4 prochaines saisons, il ne reviendra pas à Fribourg-Gotteron. En l'état, franchement, il n'y avait aucune chance. Je pense que si Fribourg était le seul club à faire une offre à David Abicher, il tentait sa chance en Suède, en KHL ou en DEL. On est à ce point-là quand même. Ouais. Ou à l'inverse, si Abicher est le seul défenseur sur le marché, Fribourg va chercher un autre attaquant pour le faire jouer en défense. Il n'y avait vraiment aucune chance que ça se passe. Donc déjà, ce dossier-là n'était pas un dossier à Fribourg. Et je sais que par contre, beaucoup d'autres clubs se sont renseignés. Je sais que du côté du Léman, on s'est renseigné. Mais au bout d'un moment, je ne connais pas, moi, sa situation personnelle à David Abicher. Est-ce que le fameux La Ragazza de Grégory Hoffman, et je dis vraiment... J'en sais rien, ouais. Mais un joueur qui part, c'est aussi un choix de vie, c'est pas qu'un choix sportif. Forcément, c'est un lien entre tout. Enfin, tout doit coller pour prendre une décision, surtout sur les 5 prochaines années. C'est quand même long de signer un contrat de 5 ans. Mais c'est toujours plus simple d'aller 5 ans au T5 quand même. Ouais, je peux imaginer, effectivement. Mais du coup, je connais pas sa situation personnelle, je connais pas où il en est dans sa vie, etc. Donc peut-être qu'il y avait aussi une raison personnelle qui faisait que ça faisait plus de sens de ne pas revenir en Suisse romande non plus, pour les clubs qui se sont intéressés à lui en Suisse romande. Mais c'est clair que c'est un joueur qui était très demandé. Il fait un très bon début de saison du côté de Rapperswil. Moi, on me dit quand même, regarde quand même un tout petit peu au-delà des points, s'il te plaît, et regarde quand même un petit peu. Et j'ai un peu regardé, effectivement, c'est pas le défenseur défensivement le plus impliqué, on va dire. Ouais. Et là, encore une fois, on n'est pas en train de parler de Key Manager, où on est tous contents de l'avoir pris. Et complètement. C'est un bon... Faudra le vendre à un moment ou à un autre en sell high, mais c'est pas le moment. Mais par contre, c'est un défenseur qui est offensivement doué, qui a eu de la chance qui a eu de la place en début de saison aussi parce que Tchoussé était blessé. Maintenant, il va être un peu plus en concurrence. Ça va aussi être intéressant de suivre. Mais c'est une belle signature pour Lugano, on est bien d'accord. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'ils font un peu collection. Et maintenant, il y a un peu Kalle Anderson qui était un peu à la mode il y a 2 ans, qui est un peu passé de mode. Ah ouais. Après, il y a eu Alatalo qui est passé de mode. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit peu la collection hiver-printemps 2024-2025 avec David Abicher. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On enchaîne avec nos paris sportifs. Un beau 0 sur 2. La semaine passée, moi j'adore quand je dis non, mais
il faut vraiment faire gaffe de jouer Zug à Langnau. Il faut vraiment pas le tenter, mais du coup, après, je le tente. C'est toujours une super idée. Ça marche à chaque fois. Et Zug qui menait 2-1 à la mi-match, tu te dis, bah, ça. En plus, à Langnau, c'est quand même pas la meilleure équipe de la ligue. À plus de 2 contre 1, c'était. Je l'ai tenté sur la Loro. Je me suis fait avoir. Toi, tu t'es dit, Lausanne, ils vont pas encore perdre à la maison contre Rapperswil. Les Lausanne Rapid, il me semble que c'est toujours le foin. Ouais. Ben voilà, encore une fois. Belle défaite là, c'était. Puis après, il y a eu ce 9-2 contre Zouk qui fait que ça accentue encore le fait que là, tout d'un coup, c'est vraiment la dégringolade pour Lausanne. Donc, j'espère être vacciné et plus. Par contre, cette soirée de vendredi, c'était un peu un champ de mine quand même. Parce que Berne à la maison contre Ambry, il n'y a pas de handicap, il n'y a rien, ils ont passé, mais bon. Bien à la maison contre Cloton, c'est Cloton qui allait gagner. Langnau, on n'en parle pas, Lausanne, on n'en parle pas. Lugano gagne à la maison contre Genève. Un Genève en regain de forme, tu dis, oui. Ils vont enfin peut-être aller faire un statement à l'extérieur. Donc en fait, tous les matchs étaient un peu tendus. Il y a juste Fribourg qui gagne avec le handicap à Ajoie. Mais c'est pas non plus. Ça devait pas être une cote incroyable non plus. Donc, soirée difficile. Il faudra qu'on passe au match du samedi un jour. Je pense qu'on va être meilleur sur le samedi. C'est vraiment une question de jour. Alors, non, bon, à part ça, au-delà de là, c'est des fois plus simple d'avoir vu les matchs du vendredi. Des fois, les petites blessures, les petits trucs, les tendances qui sont. Quand un club a perdu ses 3 points, mais qui fasse au moins ses 3 points du week-end, tu dis souvent. C'est ça, ils ont fait leurs points. Et voilà. Donc, là, pour vendredi. Honnêtement, et je viens de dire, je suis vacciné, parie pas avec Lausanne. C'est un vendredi 13, tente ta chance. Ah ouais, c'est vrai en plus. Non mais là on peut pas perdre. Ce Ajoie-Lausanne quand même, on est sur 2 équipes qui vont pas bien, donc... Tente le match nul. Ouais, ce serait... 2 équipes qui peuvent pas gagner, bim, 4-0-5. Non, la cote de Lausanne à Ajoie, vu que tu demandes pas, mais... Ouais, non, mais très bien. sur Jouer Sport de la Loro, c'est à 1,95 Lausanne. Après, tu peux être un petit peu farceur et puis jouer... Non, t'es pas farceur. On farce pas, là. 2,65 avec handicap. Si je t'avais dit ça il y a une semaine... Ouais. Mais il y a une semaine, ils n'avaient pas pris 9-2, donc ce serait pas à la même cote, je pense. En fait, c'est peut-être volontaire. Sinon, il y a Bienne, Rapperswil. Là, on est entre Bienne qui va pas fort et Rapperswil qui... Il y a pas mal de petits absents. Ils ont Raski qui est pas là, Connolly pas là. Mais ils viennent de gagner 4-2. Ils viennent de battre Tappara Tampere en Champions. Et surtout, ils vont pas mal... Alors, ils ont perdu contre Zurich, d'accord. Mais sinon... Ils sont en regain de forme. Gotteron-Cloton, la cote. Pas de cote. Fribourg est à 1,45. Voilà. Match nul à 4,65 et Cloton à 4,80. Fribourg va bien perdre une fois. Faut pas. C'est juste. Pas le minimiser. Mais j'arrive pas à imaginer ce Cloton-là venir gagner à Fribourg dans cette forme-là. Ouais, même si Cloton, finalement, avec Reinbacher, avec Enauer, avec le fait que Lucas Ekstalionsson est parmi les gars, en fait, ils lui ont dit tu peux rester, mais tu seras 7e, voire 9e défenseur, donc à toi de voir. 7e, ouais, en gros, t'es gentil. On va t'enlever la carte pour entrer dans la patinoire. Tu peux choisir ta loge. Ouais. Tu peux choisir la loge où tu vas regarder le match. C'est assez incroyable, à part ça, de voir à quel point... En plus, les statistiques sont pas cata, hein, les chiffres sont excellents. Voilà. C'est très juste, c'est bien vu de mentionner, pas les stats, parce que je pense que les stats avancées, c'est justement pour ça qu'il est un peu rétrogradé. Exactement. Et puis, le high test aussi doit être... Lugano-Berne, Lugano à la maison de 20, Berne de 45. Berne, c'est une bonne équipe, hein. Ils ont été perdre à Fribourg, mais globalement, c'est une bonne équipe. Moi, j'aime bien Berne à Lugano, au passage. Et le dernier match, c'est Zurich-Langnau. Zurich est à 1,40. Ouais, c'est un peu comme Fribourg. Là, il faut commencer à être farceur et prendre du -2 pour avoir du 2. Donc ça veut dire -2, ça veut dire que le match commence à 0-2 pour Langnau. Et donc, il faut que Zurich gagne avec 3 buts d'écart. Mais pour moi, Langnau, la même chose. Vacciné, je suis pas sûr qu'ils se prennent plus trop de PTC temps. Alors, peut-être tu me diras, ça va arriver, mais... Zurich, c'est quand même fort. Hein. Moi, Oui, après, bien sûr. Zurich avec handicap d'un but, c'est à 1,75. Et sans doute que Malguin sera de retour. Donc, ce qui va permettre d'avoir une force de frappe supplémentaire. Si besoin. C'est pas une carte facile pour vendredi soir. Moi, je pourrais me laisser tenter par Bernard Lugano, mais en même temps... Pour éviter Lausanne-Ajoie, en fait. Pour éviter Ajoie-Lausanne. Pas loin, ouais. Mais j'y serai déjà, donc je peux lancer... En plus, la tribune de presse, elle est au-dessus de la glace. Donc, si ça se passe pas bien,
J'envoie l'ordinateur sur la glace et puis... Ou un bulletin de versement, ou bien c'est comme ça, tu dis... Sinon, il faut jamais négliger les buts dans un match. D'ailleurs, tu en avais parlé la semaine passée. C'était à Lugano-Genève, je crois, il y a eu 7-4. Donc, ça marchait bien, mais je l'ai pas pris, donc c'est un peu ma faute. Absolument. Mais à jouer à Lausanne, je peux imaginer qu'il peut y avoir du but dans ce match-là. Et pourtant, on est sur deux équipes qui savent pas marquer. En fait, c'est justement là où tu parles souvent, tu fais la métaphore de la bouteille de ketchup. Et là, je pense que le ketchup, il peut sortir assez rapidement. Et plus de 5,5, c'est à 1,80. Ça veut dire 6 buts dans le match. Le vieux 4-2 dans la cage vide d'un côté ou de l'autre, ça passe. Ça peut m'intéresser. Bref. On verra, mais nos choix seront à retrouver sur nos réseaux sociaux vendredi matin. Faites bien attention à ce qu'on écrit, à savoir quand on dit Zoug -1, c'est Zoug -1. Donc c'est pas que Zoug, la cote. Et en général, je peux me tromper à part ça. Mais la cote qui sera sur nos réseaux sera juste au moment où on la prend, évidemment. Après, elles évoluent, c'est normal. Mais la semaine passée, on m'a dit ah mais non, c'est pas la bonne cote pour Zoug. Je dis si, j'ai pris avec le handicap. Donc le handicap, ça justement, ça augmente la cote. C'est très simple, hein. Quand tu nous suis, si la cote est à 2,65 et que tu mets 10 francs, tu perds 10 francs. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne, la cote. J'ai déjà fait cette blague une fois, je sais, mais elle marche chaque semaine, donc continuons. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On vient de parler de David Ebicher. On continue avec Fribourg parce que on a une question autour d'Axel Simic. Et puis, je voulais reprendre quand même la question de Yves Braillet. J'ai une petite question, mais pas sur le début de saison, s'il n'est pas trop tard. Serait-il possible de trouver un peu de sang fribourgeois chez Tim Bernie afin que Hubert Weber, prononcé Huber Weber, avec un petit smiley clin d'œil, lui fasse signer un contrat à long terme, car si le début de saison de Gauthieron est excellent, le manque de profondeur en défense risque de devenir problématique s'ils veulent viser haut. Merci pour votre réponse. On l'a faite. Et il y avait une question aussi à propos d'Axel Simic. Il y avait aussi une question de Baptiste Charrière. Les deux ont posé la question sur Simic. Il disait Simic à Gauthieron dans 2 ans, point d'interrogation. Je me demandais pourquoi 2 ans. J'ai quand même été vite vérifié pour voir la fin de contrat, parce que j'étais là, mais il me semble qu'il est en fin de contrat en 2024. Donc, c'est ce que j'ai aussi en tête. Donc je me dis, pourquoi pas Axel Simic à Gauthieron dans quelques mois, finalement. Et là, on est de nouveau sur... avec la même thématique, un peu de sang fribourgeois, un peu... c'est un gruyérien, Simic. Donc, il pourrait être un attaquant de complément. C'est pas complètement stupide. Il connaît un bon début de saison. Il fait un excellent début de saison, 11 matchs, 8 points. Il y en avait eu 9 la saison dernière avec 6 buts. Il a quand même une quinzaine de points la saison d'avant avec Davos. Donc c'est devenu un attaquant tout à fait crédible de National League. Je me demande un Axel Simic dans une équipe comme Fribourg, s'il n'est pas un peu trop bas dans l'alignement. Il ne va pas devenir trop bas dans l'alignement pour performer à son meilleur niveau. Mais en même temps, on le dit tellement souvent que Bienne fait tout juste en engageant des joueurs comme Tino Kessler qui vont jouer en première ligne, ce qui permet d'avoir plus de profondeur sur ta 3. Et est-ce que typiquement, Axel Simic, c'est pas le bon cas, le cas où Tino Kessler est également un autre joueur, je parle de lui parce que je sais qu'il est aussi en fin de contrat. Ouais. Mais ça peut. Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée aussi. Après, je sais pas où il en est lui. Est-ce qu'il voudrait revenir en Suisse romande, mais il y a son club formateur, on va dire bis, qui est Lausanne. Ouais. Aussi, j'ai aucune info, hein. Je réfléchis juste. Est-ce que c'est un joueur, on parlait de situation personnelle avant pour David Ebicher, est-ce qu'il se plaît bien à Cloten dans la région zurichoise? Et il y a quand même 2-3 options en Suisse allemande si tu veux y rester. Allez à Rapperswil, justement. Ouais, exactement. Rester à Cloten, c'est aussi une option, hein, parce que Cloten est en train de s'établir, et si lui se dit bon, Marc Marchand part devant, ça laisse de la place. Il joue pas la même position, mais absolument. Il peut. Bref, Marc Marchand part, il y a peut-être un peu de place pour lui. Qui va se libérer, et puis surtout qu'il est bon, donc on va peut-être lui faire encore davantage confiance. Puis est-ce qu'il se dit, bon, j'ai 24-25 ans, il aura 25 ans en cours de saison, je signe 2 ans encore à Cloten pour vraiment m'établir, et à 27 ans, là, je peux venir signer un contrat de 3 ans, peut-être quelque part, puis elle est belle. Je me demande si le timing est excellent, mais oui, je pourrais imaginer que c'est une piste en tout cas. En tout cas, vu la configuration actuelle de Gauthieron, et les problèmes, on va dire, de Kylian Motet qui est repoussé en 13e, Simic, je pourrais l'imaginer. Alors, il est pas aussi fort que Motet au niveau des goals, mais il a un tel tir. Je le vois un petit peu sur cet aspect-là, un peu comme un Kylian Motet.
mais tu disais les chiffres avant, 6 goals, on n'est clairement pas dans la même catégorie, mais à un moment, est-ce que peut-être il y a aussi une question de prix, hein, tu te dis, construction du roster, c'est clair que si on avait des fois, comme aux États-Unis, les chiffres, on pourrait nettement mieux analyser et on pourrait donner, je pense, avec un peu plus de pertinence en disant si j'étais Christian Dubé, je construirais le truc comme ça parce que ok, ils vont un petit peu moins, mais comme ça me permet de mettre un peu plus d'argent sur l'étranger ou sur le truc. Que nous on fait hockey manager des fois. Absolument. En fait j'ai lui qui vaudrait 11 ou lui qui vaut 6, en fait au prix, au point par million dépensé, c'est plus intéressant. Et la construction, elle est chouette à faire aussi quand tu peux réfléchir comme ça. Là, c'est plus compliqué. Mais oui, Simic, c'est un nom intéressant et je pense que lui, chaque match qui passe où il marque un but ou un point, il peut rajouter un chiffre à son futur contrat, j'ai l'impression. On a une question, il faut que je la... On a une pile de questions. Plein de questions. Ouais, mais j'essaye d'être logique et vu qu'on parle de Fribourg, on a une question de Romain Sotas concernant... Malheureux Sota. Sota, pardon. Concernant Borgman, salut l'équipe, j'ai des petites questions pour vous concernant Borgman. Il est actuellement statistiquement le meilleur défenseur de la ligue avec Koukan. En termes de stats avancées, est-ce qu'il est aussi dans le haut du panier ? Il me semble très solide dans sa ligne avec Diaz. Il est aussi une raison du bon début de saison de Fribourg. En début de saison, j'ai lu des articles où il était considéré comme un bourrin, je fais les guillemets avec les doigts. Là, pour remplir un rôle agressif et le plus faible étranger à intégrer la ligue selon les journalistes suisses, entre parenthèses, dont faisait partie Greg. Est-ce qu'il dit ça, moi ? Il me semble que tu avais... Qu'il était très rugueux, ça c'est clair. Ouais. C'est moi qui l'ai dit et je démords pas, il l'est. Mais pour l'instant, il n'a pas eu besoin de le montrer, cette facette-là. Mais un jour, on la verra, j'en suis persuadé. Par contre, un des plus faibles, ça, je suis assez persuadé que je l'ai jamais dit. Est-ce qu'il surperforme ou a-t-il été un peu trop vite considéré comme un nouveau flop de Dubé, CF, Vainio ? En tout cas, merci pour votre podcast. Je vous écoute avec plaisir tous les mercredis dans ma voiture en rentrant du travail. Merci beaucoup, ça fait toujours très plaisir. Non, alors... Quand il est arrivé, on s'est posé la question effectivement, est-ce qu'il allait pouvoir jouer au niveau de Gunderson ? On s'attendait pas à avoir un Temernes, quoi. On savait que c'était un autre type de joueur. Et puis on se demandait, par ça, c'est juste qu'on se demandait un peu par rapport à Vainio, je pense qu'il y a eu un peu cette... Je sais pas s'il y a eu cette peur, mais effectivement, tu te souviens beaucoup plus facilement du dernier à être venu, donc la comparaison était facile à faire finalement. Mais moi surtout, je l'avais vu jouer 2 fois en préparation, je l'avais trouvé très mauvais. Vraiment très mauvais en préparation et ça m'a par contre je sais qu'on avait dit ça et on avait dit mais attendons quand même un petit peu, on est toujours très prudent avec les nouveaux étrangers, c'est pour ça que ça m'étonne que toi ou moi ayons pu dire que c'est un des plus faibles arrivés en Suisse parce que je pense vraiment pas qu'on a dit ça, mais par contre oui, les doutes, ça je suis tout à fait d'accord, il a raison. Romain, c'est juste oui. Il les a clairement balayés. On l'a dit ces dernières semaines qu'il était excellent et il pose la question sur les stats avancés. Actuellement, c'est le 2e meilleur défenseur de Fribourg-Gotteron en termes de expected goals par 60 minutes de glace. Donc, il est à 2,96 buts escomptés par 60 minutes de glace à 5,5. Le meilleur de l'équipe, c'est Raphaël Diaz à 3,02. Diaz est un poil meilleur que lui en expected goals against, de l'autre côté de la patinoire, mais assez semblable, 1,94, 1,86. Ça fait du 60% d'expected goals pour Andreas Borgman, c'est-à-dire que 60% du temps. Ça tombe bien, ils sont les deux ensemble. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas loin dans les deux statistiques. Exactement. Et comparativement aux autres joueurs de Fribourg-Gotteron, forcément les deux sont meilleurs. Il y a Dave Souter qui est devant, mais il a que 6 matchs, donc je prends un peu avec des pincettes les statistiques de Dave Souter à ce niveau-là. Mais oui, les statistiques back complètement l'impression qu'on peut avoir sur lui à 55 et à 54 le powerplay de Fribourg est pas incroyable, il peut mieux faire, ça j'en suis persuadé, mais oui c'est une bonne surprise parce que moi je le savais solide défensivement, mais je le pensais pas avoir autant de flair offensif. Et actuellement, moi, c'est ça qui m'impressionne. Oui. C'est la capacité aussi à bouger le puck rapidement à la bleue, même si le powerplay n'est pas ultra efficace. Lui, il l'est, en fait, son rôle-là. Je trouve qu'il a mis du temps à commencer à shooter. Et tu sentais, justement, en amical, je me suis dit, mais il va jamais shooter, donc ça va être facile de défendre le powerplay de Fribourg parce que même chaque fois qu'il avait des positions, il faisait les passes. Et je me dis, mais il va falloir qu'il commence un peu à shooter. Il a commencé justement et il se bonifie encore, je trouve. Et non, je suis assez convaincu par ce joueur pour l'instant.
Une question de Frédéric Caille qui est plus générale. On est toujours sur Fribourg. La situation sportive de Fribourg est bonne pour le moment, mais en coulisses, on parle beaucoup de la nomination du futur GM sans savoir qui ça va être. Avez-vous des infos ou des favoris selon vous? Mais que pensez-vous de la situation? Ne devrait-il pas accélérer le processus? Meilleures salutations. C'est une bonne question. Je me la pose aussi en termes de timing. Mm-hmm. Et en même temps, c'est pas comme s'il y avait personne qui s'occupait de gérer l'équipe. Actuellement, il y a un directeur sportif, il y a Christian Dubé qui est là, et Christian Dubé qui va devoir entraîner l'équipe qu'il est en train de finir de former. On parle justement dans la liberté de mardi du début des discussions entre Reto Berra et le club. Oui. Le club, ça reste Christian Dubé actuellement. Donc Dubé il continue quand même de travailler. Donc c'est pas comme si le bateau naviguait à vue sans personne à la barre. S'il devait y avoir Simic, ce serait aussi finalement Dubé qui... Je peux imaginer que ça se négocie gentiment. On avait d'abord cette habitude de la première pause des équipes nationales où les gros noms signaient. C'est trop tard, maintenant ça commence à être des Marc Marchand qui signent avant la saison. Il n'y a aucune critique contre ce joueur qui est très précieux, mais ça montre qu'en octobre on commence même à signer les joueurs de soutien. Donc oui, je pense que le GM qui va arriver, on n'est pas là pour spéculer sur son nom parce qu'on entend tout et n'importe quoi. J'ai entendu une dizaine de noms déjà. Et finalement, peu importe. Oui, le processus prend un petit peu de temps. Après, je pense aussi que finalement, en un sens, s'ils avaient plus confiance en Christian Dubé, ils auraient pu trouver un GM en 6 mois. Hein. Tu mets une annonce... Tu n'as même pas besoin de mettre une annonce, tu dis qu'on cherche un GM, tu as déjà 53 dossiers qui arrivent sur la table, dont 52 qui étaient déjà prêts à envoyer au cas où à gauche et à droite. Donc moi je vois plutôt ça comme on a pris la décision de séparer les deux casquettes parce qu'on estime que cette séparation des pouvoirs peut être utile pour nous. Mais il n'y a pas non plus le feu au lac, donc tranquille, et puis Dubé gère de toute façon très bien. Et vu qu'il va devoir coacher l'équipe, il va forcément vouloir faire de bonnes décisions. Il y a une question, ça permettra de finir la partie Gauthieron et d'enchaîner, tu verras pourquoi, mais je pense que t'as pas encore l'œil qui vrille, mais à mon avis, tu vas savoir tout de suite. C'est Hugo Musso qui dit « Hello, le truc que j'ai le moins aimé et que je trouve pas drôle et stupide, c'est l'histoire de Volven contre Dubé. Et le truc que j'aime particulièrement, moi qui est vraiment fan de hockey, c'est l'attitude de Di Domenico. Tout le monde le critique, c'est un joueur comme ça qui fait que de la merde, pardon pour le terme. Mais personne parle de ce que fait Dido depuis le début de saison. Il s'est pas énervé une seule fois et rigole même avec les arbitres, accepte les coups qui lui sont portés et en plus il râle pas et ça peut être bénéfique pour Fribourg. Très bon point sur effectivement... Qui m'a été envoyé un message privé également par Hugo. Ok, Di Domenico, c'est vrai que on en a déjà parlé. On l'a dit qu'il était exemplaire, clairement. Et que ce Di Domenico là, effectivement, si Fribourg connaît un excellent début de saison, il est en grande partie dû aussi au fait que il est irréprochable et que effectivement son association avec Berchi notamment et Delarose est excellente. Pour l'instant, il fait tout juste. Donc effectivement, ça m'a fait penser aussi quand on parlait de Borgman. On a tendance à dire, parce qu'on a été un peu vacciné par certains noms qui arrivaient dans le championnat de Suisse en disant « Ouh là là, il y a Lettonen, ouh là là, il y a Granlund », puis on disait il faut qu'il s'habitue un peu au championnat. Il y a Kovar, rappelle-toi, absolument. La première saison de Kovar, elle n'était pas à son standing d'après. Complètement. Et finalement, Borgman, pour l'instant, est totalement dans les clous. On a Suomela qui a bien débuté, enfin qui a un peu... C'était un petit peu tout compliqué aux 2 premiers matchs, puis après mieux, puis maintenant c'est un petit peu redescendu, mais il s'adapte finalement plutôt pas mal au championnat. On a Apala, c'est pas mal aussi, mais donc finalement, ces étrangers qui débarquent, je voulais aussi me dire que tiens, finalement, il y en a quand même qui arrivent à être bons. Alors qu'on a bien vu les Joly, les Oyameki, on peut en citer quand même. Il y en a plusieurs. Poca, tu disais, il y en a plusieurs où ça va pas finalement. Et je pense que c'est la tendance est plutôt à ceux qui doivent encore s'habituer à ceux qui réussissent bien. Mais Di Domenico, alors lui est là depuis des lustres, il maîtrise bien le truc. Et si on reprend maintenant l'histoire de Dubé et de Volvend, ça permet de parler de Volvend. Ouais. J'étais gêné, honnêtement. Non, mais à un moment,
alors qu'il avait dit dans un article, je crois que c'était à toi en début de saison, hein, il a dit, en tout cas, moi, le lanceur de gourde, et c'était bien de pas de stigmatiser le fait que, disons que Christian Wolven, c'est qu'un excité qui fait le show, qui lance des gourdes sur les arbitres ou sur la glace. Et puis là, t'en as déjà parlé aux Puckalistes, mais les gens ne regardent pas forcément les Puckalistes, ceux qui écoutent Colfax, donc c'était lourd. J'ai trouvé que si c'était du comique on dirait que c'est un comique de répétition, puis que au bout d'un moment on a compris le principe. Ouais, alors. Et c'est dommage pour Ajoie en plus. On va aller en deux temps. Il y a eu la scène, en fait, effectivement, je crois que tout a déjà été dit. Non, on va peut-être quand même répéter. Enfin, il faudrait quand même juste expliquer aux gens qui ont peut-être pas vu. Il s'est moqué de Christian Dubé et déjà d'abord de son comportement. Oui. Ça, c'est la première chose. Il commence sur ça et dit arrête-toi de pleurer sur les arbitres. 3-1 dans le match, calme-toi un peu, il reste 1 minute, arrête de chialer. Ok, ça s'entend, ça se défend, ça se défend pas, peu importe. Le trash talk entre les bancs, moi, ça me dérange pas du tout. Surtout quand c'est sur l'aspect sportif. Arrête de couiner, s'il te plaît. Fine, ça dure 20 secondes, on passe à autre chose. Après, il y a 1 minute 30 ou 1 minute 20 où il fait... un de mes collègues alémaniques l'a traité de Louis de Funès. Je trouve Louis de Funeste, alors honnêtement, parce que c'est vraiment... pas rendre hommage à cet immense acteur qu'était Louis de Funès. Alors ça... De le comparer avec au clown du cirque Nock d'Ajoie, là... Le corneau, c'était vraiment Christian Wolven sur le coup. Non, c'était... Et donc il y a eu ça. Là, il est ridicule, on l'a assez dit. Ajoie a mollement réagi d'abord en disant nous, on n'a rien à dire. Ok, vous n'avez rien à dire. Moi, j'aurais dit quelque chose, mais soit. Après, lui s'est défendu auprès de mon collègue en disant ouais, mais quand même, je me suis pas énervé tout seul. Il n'y a pas la caméra sur l'autre, c'est toujours sur moi que ça retombe. Et encore une fois, je suis pas en train de donner des bons ou des mauvais points. J'en sais rien ce qui s'est passé de l'autre côté de la caméra. On me l'a raconté. Puis en même temps, ce qu'on a vu, c'est ces images-là. Désolé, mais on a vu ça. Donc là, il vient pas en arrière. Il dit bon, non, je suis pas tout seul là-dedans. Arrêtons. C'est nouveau les médias qui montent ça. Ok, merci. Mais les médias, ils ont pas fait 1 minute 40 de montage pour le faire passer pour un clown. Alors, il n'y a même pas de montage, c'est vraiment un plan séquence, si on reprend un terme de cinéma, et où tu disais, rappelez, au début, il se moque, il fait comme si l'autre en face est en train de pleurer, donc très bien. Puis après, là où c'est très gênant, c'est qu'il commence à se moquer, il tire son costume un peu pour se moquer de l'habillement de Dubé, et puis il fait comme s'il était gominé, il passe la main dans les cheveux qu'il n'a pas, et je sais de quoi on parle, hein, en termes de chauvinitude, de calvitie, mais il se moque de ça. Et là, dès qu'on commence à taper sur le physique, on se dit alors bon, voilà, l'histoire, on en a parlé. Moi, ce qui me dérange, c'est que alors il y a 2 choses qui me dérangent le lundi. Le lundi, il y a le communiqué de la Ligue qui dit on ouvre une enquête. Oui. Alors ça, on y revient dans 2 secondes. Mais la Ligue ouvre une enquête et dit voilà, l'autre est sous enquête pour ses agissements et son manque de fair play selon l'article 76 du règlement, justement, comportement, etc. 2 heures après, le HCA joue, oulala, on a traité ça en interne, oh mon Dieu, c'était pas bien, il s'est excusé auprès de nous. Phrase de Christian Wolven, le même qui 2 jours après ne s'était pas énervé tout seul, mais quand même c'était monté par les médias. Oulala, je suis désolé, j'ai pas été. Et il s'est pas excusé auprès de Christian Dubé. J'espère que tu as noté le wording. Il a dit qu'il a pas été, son comportement n'était pas en adéquation avec le HCA. À aucun moment il s'excuse auprès de la personne en face. Ça, je me dis, tu glisses une phrase, même si tu le penses pas. En fait, si tu veux vraiment faire un monde honorable, tu dis, et au passage, j'avais pas à le faire auprès de Christian Dubé, auprès duquel je m'excuse. Fertig. Il l'a pas fait. Il a juste dit que son comportement était pas à la hauteur, machin. C'est une défense à la Rubiales pour ceux qui suivent un peu le foot et le président, l'ex-président de la fédération espagnole avec le baiser forcé où il avait une défense qui était absolument pathétique. C'est un peu. C'est un petit peu ça. Et donc ça me dérange cet aspect-là. Puis dans le même temps, est-ce que vraiment on doit ouvrir une enquête pour ça ? C'est pas du tout pour absoudre Christian Wolven. Non. Mais est-ce que ça va pas du coup trop loin là. En fait, ça ne change rien au fait que je pense qu'il était ridicule. Pendant 1 minute 40, c'était grotesque. Mais c'était pas contre les officiels, alors que les gourdes, c'était dirigé plutôt contre les arbitres. Et ça, c'était très bien de le punir. Il n'y a aucun problème. Et là, je me dis, est-ce qu'on va pas un peu loin ? Et on en a parlé beaucoup sur Blick, hein, et je m'excuse, c'est une vraie thématique. Après, on en a parlé beaucoup, on a fait 2 articles, puis après on a expliqué le communiqué du HCA. Ouais. Quand tu fais 2 articles, puis que le HCA s'excuse, t'en fais un 3e pour dire le HCA s'est excusé. Je trouve que c'est la moindre des choses.
Mais ouais, l'ouverture d'enquête, je sais pas, moi je trouve qu'il a déjà tellement puni par l'image qu'il a donnée, ouais. il se punit lui-même, laissons-le, et puis derrière, en plus, ils viennent mettre ce communiqué que je trouve maladroit dans le sens où dans un premier temps, tu t'excuses pas. Si le samedi matin, il y a le HCA qui communique, qui dit on a réglé ça à 23h15, on était en discussion avec lui, fertique maintenant l'histoire mais non, là ça traîne jusqu'au lundi, il faut que l'enquête soit ouverte, sinon ils auraient jamais envie de communiquer. Moi c'est cet aspect là, et donc je pense que d'un côté il est allé beaucoup trop loin et c'est ridicule, mais de l'autre côté je pense que l'enquête, ça m'a quand même l'air d'être un peu du temps perdu. Mais ma foi, des fois que la Ligue nous surprenne avec ses réactions, c'est pas forcément si nouveau. J'ai l'impression que on est malheureusement habitué à ce que des fois. Après, ils ont ouvert une enquête. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient le suspendre, hein, ou ni l'amender ou autre. Mais là, ouais, je sais pas. Ouais, cette enquête, ça m'a un tout petit peu surpris. Mais bref, on en a assez parlé, je crois. Bah, on a assez parlé, oui et non, parce que y a Fablut qui dit est-ce que les clubs romans hors Fribourg pourront remonter la pente sans avoir à changer d'entraîneur. C'est drôle. Et il dit que doit faire à jouer avec son entraîneur qui n'est jamais à l'abri d'une rechute. C'est un peu comme Schleffer qui prenait l'attention, en parenthèse, en gueulant le pied sur la bande, sur lui pour laisser un peu de calme, là aussi les guillemets, à ses joueurs. Et j'aime beaucoup parce que quand comme c'est écrit, j'ai vu l'image en fait, en gueulant avec le pied sur la bande. C'est parfait, c'est parfait. Exactement. Et bah, ces entraîneurs, je me demande en lisant ça, parce que Schlepfer a une immense cote en Suisse alémanique. J'ai pas l'impression qu'en fait Christian Volvend a cette cote-là. On va pas trop loin. Non, bien sûr. Ah, si. Il l'adore aussi comme ça. Bien sûr. Ok. Non, alors là tu te trompes. Ah, tu te trompes. Moi, je l'ai aussi vu de l'interne, comment à Blick, ils ont fait du chenil là autour. Et comment, depuis qu'il a signé à Ajoie, on n'hésite pas à me demander d'aller lui parler, de faire une interview, de ci, de ça. Il parle d'Ajoie. En Suisse allemande, Volven, c'est une personnalité qui est très appréciée. Ok. Alors, Schleffer, c'est encore autre chose parce qu'il a aussi été 20 ans là, etc. Mais non, Christian Volven est très apprécié en Suisse allemande. Il vend bien en Suisse allemande. Il vend bien. Qui peut être complètement logique quand on voit ce qu'il fait. Ça, les gens, quand même, bah, tu me diras, quand t'es un média, bah, ça fait parler. Bien sûr. Il n'y a qu'à voir. Il y a une question encore, on bouclera là-dessus sur Ajoie, de Mario, qui dit qu'attendre du HCA pour le reste de la saison. Ça l'a vraiment compliqué pour les Ajoulots de sortir la tête de l'eau. Et bah, c'est vrai que autant moi j'étais vraiment content de voir la façon dont la tournure des événements, le choix de l'entraîneur, pourtant malgré tout, je trouvais que le choix des étrangers n'était pas ridicule avec des gens qui connaissent le championnat. Mais là on lit aussi une certaine lassitude de la part des fans jurassiens. Je voyais des gens qui disaient mais j'ai plus de plaisir à aller à la patinoire si c'est pour me dire que de toute façon quoi qu'il va se passer je vais ressortir avec une défaite à Jouette. Et c'est plus aussi sur l'attitude en se disant ouais puis en plus je verrai mon club pas marquer de goal ou quasi pas et à tel point qu'il y en a certains qui se disent mais est-ce qu'on ferait pas mieux de retourner en Swiss League quoi, si c'est pour rester de toute façon dernier de National League et puis de chaque fois lutter contre la relégation, enfin même pas avoir de se dire on peut lutter pour la 12e place éventuellement quand on voit que Langnau, qu'on estimait être aussi faible qu'Ajoie, où certains se disaient que Ajoie Langnau était dans le même panier. Ouais, mais Sarella, c'est quand même encore un niveau au-dessus. Sarri-Hervy, c'est quand même encore un niveau au-dessus. TJ Brennan a connu une super saison. C'est un petit peu plus compliqué cette année. Je suis gentil quand je dis un petit peu plus. Les Gauthier, même les Hazen de Vos, par rapport à Pessonen, qui est blessé. Mais quand Pessonen est en forme, c'est encore un autre calibre, les étrangers de Langnau. Et puis même, j'ai envie de dire, des fois, les Suisses... Julian Schmutz, je suis pas sûr qu'il y ait un Julian Schmutz un attaquant du côté d'Ajoie. Flavio Schmutz, même pareil finalement en Hollandiem. Il y en a quand même quelques-uns où tu te dis
de l'expérience et tout. Donc, c'est long, cette saison d'Ajoie. C'est long et puis il reste encore 40 matchs. Donc, faudrait vraiment essayer de rester accroché pas accroché au dernier wagon, parce que le dernier wagon, il est loin déjà, mais courir encore un petit peu en espérant que le dernier wagon se décroche ou j'en sais rien. Mais surtout, si tu regardes Langnau, il y a 9 points de plus qu'Ajoie. Parce que Lugano, Cloton, Bienne, Cloton dans une moindre mesure, mais Lugano et Bienne, c'est pas les concurrents du HC Ajoie, ils vont remonter ceux-ci. Et Langnau et Ambry sont à 14 points et Ajoie est à 5. C'est ça qui me dérange le plus, on va dire, et qui m'inquiète le plus. Et en même temps, sur le fond, dans ce qui se passe sur la glace, c'est vraiment pas catastrophique. On l'a dit la semaine passée. Alors, au bout d'un moment, il va falloir quand même marquer des buts et marquer des points. Et les défaites morales, ça va aller à un moment, disons. Et je pense que les fans vont gentiment en avoir marre. Par chance pour le HCA ce week-end, c'est Lausanne qui vient à la patinoire. Et en général, on sait que c'est des matchs un peu chargés émotionnellement. C'est une sorte de derby. Ils ont un passif quand même assez marrant, on va dire, entre les deux. Donc, qui date de la Ligue B. Qui date de la Ligue B, mais ce match-là m'inquiète pas en termes de fréquentation de la patinoire. Il faut qu'il se passe bien. T'as le droit de perdre, hein, mais s'ils perdent 3-2 pour prolongation contre Lausanne à la maison, les gens ils vont rentrer en disant on a failli battre Lausanne. Ça, à la limite, ça irait. Mais je sais vraiment pas quoi dire. Et Geoffrey Vauclair, sur le plateau des Pécalistes, l'autre soir, nous disait qu'à un moment, il faudrait aussi commencer à changer les lignes pour essayer de provoquer quelque chose. Ouais. Et je peux imaginer ça comme une des possibilités de Christian Volvend. Parce qu'on disait que Julien Colère, qui nous avait plu, mais là aussi, et c'est bien que parce que tu l'as rappelé avant en disant on n'est pas dans un game manager. Parce que, on se dit, il a marqué des points en début de saison. Puis après, il s'est retrouvé presque 13e attaquant parce que Reto Schmutz est revenu, puis qu'ils ont décidé de mettre Reto Schmutz. Donc, c'est peut-être aussi que c'est plus compliqué pour lui, que ça tourne moins bien. Et puis que finalement, Garessu a été prêté à Martigny. Je dis juste, hein, je dis pas de bêtises. Donc, les jeunes qu'on imaginait pouvoir peut-être franchir un palier, après une dizaine de matchs, on est revenu un petit peu à l'ancienne formule qu'il y avait avec Pessan ou avec Julien Vauclair, en essayant de mettre un maximum de joueurs d'expérience pour essayer peut-être de provoquer quelque chose. Mais ce qui est sûr, moi, quand même, quand on regarde le contingent, c'est qu'il est quand même limité. Et je lis aussi beaucoup de gens qui critiquent la gestion de Julien Vauclair. Ça me fait penser d'ailleurs que c'était une question, mais sur le forum d'Ajoie, qui nous posait la question en disant est-ce que finalement, Julien Vauclair, il a réussi 2-3 transferts, mais est-ce que c'est pas un peu lui le problème? Moi, j'arrive pas à voir la situation comme ça, parce que pour moi, je pense qu'Ajoie a dit un peu trop vite on a des sous maintenant, on a un bon budget, et les gens ont adhéré à ça assez rapidement. Ils disaient, on a augmenté le budget à temps. Puis t'es là, mais le budget de la première équipe, du club en général, de l'hospitalité, où est-ce qu'on met cet argent? Et j'ai l'impression qu'il faut quand même se rendre compte de nouveau que pour engager des joueurs, Ajoie est toujours largué. Le meilleur moyen de te faire enfourner un joueur un peu plus cher que ce que tu pourrais payer, c'est de dire que tu as de l'argent déjà. Ouais. Ça me fait penser à une scène des Simpsons où il a $100 en poche, je crois, puis qu'il a une vente aux enchères, puis qu'il dit attention, il faut que je sois malin. Puis sa première enchère, c'est $100. Puis derrière, quelqu'un dit $102, puis il a plus d'argent dans la poche. Et ça me fait un peu penser à cette scène-là. Je sais pas si toi qui es un grand fan des Simpsons, si tu t'en souviens. Mais oui, ils ont dit qu'ils avaient plus d'argent, mais t'as raison, l'attractivité du club, elle a pas changé parce que t'as un peu plus d'argent. Et mettre la faute sur Julien Vauclair, moi honnêtement, je me dis qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. On l'a dit avant la saison, aller chercher Gélinas en projet, on va dire, après une mauvaise saison à Berne, c'était une bonne idée. Aller chercher Odette à Lausanne de la même manière, en disant ok, ça s'est mal passé là-bas, peut-être que j'ai un petit discount, je le fais venir chez nous et Lausanne paye une partie. J'ai entendu entre 0 et 100% la fourchette. Ouais, c'est une fourche entre 0 et 100% selon différentes sources sur ce que paye Lausanne. Moi, j'en sais rien, honnêtement. Je pense, dans un cas comme ça,
que Lausanne paye plus son salaire. Un buyout a été négocié avec Daniel Odette quand il avait une offre je ne sais pas, hein, mais un buyout a été négocié à telle hauteur. Ajoa compense une partie, ça revient au même, hein, j'en ai d'accord, mais là il n'y a pas je pense, il n'y a pas un versement chaque mois qui part du LHC sur le compte de Daniel Odette qui dit voilà, tiens, t'es X francs. Non, c'est pas grave. Par contre, quand tu dis un buyout, pour expliquer aussi, ça pourrait être... Ils ont racheté son contrat. Voilà, on te donne 100 000 et puis l'autre complète pour que ça fasse ton salaire et tout, mais tes 100 000, on te les a donnés une fois et puis c'est bon. Voilà. La somme étant évidemment totalement aléatoire. Voilà, hein. entre 0 et 3 millions. Comme ça, on prend une fourchette assez large. Un râteau, comme dirait Gad Elmaleh. Donc... Ça, on le disait avant l'instant que c'était des bonnes idées, et moi je maintiens que ce sont de bonnes idées. Complètement. Et il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il peut pas aller sur le marché et puis dire ah, Maninen m'intéresse. Au bout d'un moment, il faut être sérieux. S'il téléphone à l'agent de Maninen, ça prend 3 secondes pour qu'il lui réponde, quoi. Mais tu sais, c'est plutôt par rapport à... le problème, c'est Langnau. Justement, ils voient Sarela, les gens, ils voient Sarjärvi, ils disent alors pourquoi nous, on peut pas prendre des jeunes Finlandais qui marchent ? Peut-être que la connexion... Et là aussi, ils se disent ouais, mais on a Petteri Numelin comme assistant, il connaît quand même dans le mouvement junior. On connaît quand même des gars qui pourraient peut-être aller nous chercher des types. Puis faut dire que les Finlandais, si tu leur dis écoutez, venir habiter à Langnau ou venir habiter à Porrentruy, c'est des régions sympas si on veut dans les deux, qui sont plutôt un peu plus éloignées des grands centres, on va dire, même si Langnau c'est pas si loin de Berne et tout. Mais il se trouve que quand t'as Harry Pessonen à Langnau, puis qui fait peut-être... Il y a un petit coup de fil d'un Sarela qui dit écoute, on me propose Langnau, qu'est-ce que tu peux me dire ? Ouais, c'est super, viens. Puis après, on a vu que Menalanen, sa copine avait parlé avec une des copines, je sais plus si c'est Sarjärvi ou Sarela, qui lui a dit viens, il signe 3 ans. Moi, j'étais scié, c'est sur pas le fait qu'il aille à Langnau, parce que la Finnish Connection, je comprends tout à fait. Par contre, qu'ils se disent allez, direct 3 ans, ok, bon, voilà. Mais on voit les liens qui se créent comme ça, et finalement, les liens avec Ajoa, c'est plutôt avec le Québec. Historiquement, ça avait été mis en place, on va dire, par Chian. Puis à un moment, c'est clair, tu dis, tu veux garder De Vos et Hazen. Alors, soit à un moment, tu tires le pansement, puis tu dis, stop, et pourtant, c'est pas une question qu'ils sont pas bons, ils sont super. Mais on a envie de changer. Là, tu changes. Mais finalement, t'es parti dans un engrenage. On a l'impression aussi que Julien Vauclair, il n'est pas tout seul. Il y a le conseil d'administration, il y a des gens qui disent, ah non, mais peut-être qu'ils diront, on préfère quand même avoir des francophones. Et tu te mets une sorte de fil à la patte. Il avait essayé de prendre, c'était quoi, Vanström, le Finlandais, là. Finalement, ça avait été un peu moyen. On peut pas dire que c'était une véritable réussite. Il y a eu Bakoche, on a essayé, c'était pas une réussite. Alors finalement, t'essayes. Est-ce que son carnet d'adresses est moins bien rempli que le carnet d'adresses du GM de Langnau ? Moi, je suis pas persuadé. Mais à un moment, et puis moi, l'histoire de carnet d'adresses, j'ai aussi un petit peu de peine à... Je veux dire, si tu veux le numéro des agents de tous les joueurs au monde, tu vas l'avoir. Après, c'est une question de connexion. C'est qui le GM de Langnau ? C'est Pascal Muller, l'ancien joueur qui était scout à Cloton à un moment, qui n'était pas actif entre 2018 et 2022, puis qui recommence en 2022 à Langnau. Donc, il ne faut pas me faire croire qu'il a un meilleur carnet d'adresses que Julien Vauclair, il a une carrière internationale énorme avec l'équipe de Suisse. Il est même parti en Amérique du Nord. Non. Faut pas me faire croire que c'est une question de carnet d'adresse, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas autant attractif. Langnau, c'est un club historique qui se réétablit, on va dire, mais qui a une tradition d'être dans l'élite, et qu'on le veuille ou non, c'est plus central qu'Ajoa. Je suis pas en train de dire qu'Ajoa c'est le cul du monde, mais par contre, si ça peut plus facilement t'attirer de te dire on va aller vivre à Berne et puis on fait des allers-retours jusqu'à Langnau pour s'entraîner, c'est pas si loin, ou alors à 2 pas vers Muri par là-bas. C'est la situation du HCA, ça s'améliore. Moi, je reste persuadé qu'il y a eu des pas vers l'avant qui ont été effectués. Ça, c'est juste pour l'instant pas traduit en points. Et peut-être ça va pas se traduire en points durant toute la saison, mais ça veut pas dire pour autant que la situation est moins bonne qu'elle ne l'était il y a 12 mois. Moi, je suis vraiment persuadé qu'elle est meilleure. On aime les clubs qui communiquent au bon moment. Merci le HCBN. Contrefax à la pointe de l'actu. Exactement. On ne peut pas dire breaking news dans un podcast qui va sortir dans 6 heures. Mais par contre, merci au HCBN qui vient d'annoncer
Comme ça, vous savez à plus ou moins à quelle heure on enregistre cette histoire. Qui vient d'annoncer que Fabio Offer a prolongé pour 4 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2028. Et tu as tout de suite calculé, il est de 91. Ouais. Donc jusqu'à ses 37 ans, Fabio Offer sera bien loin. Je me demande comment on va apprécier le Fabio Offer entre ses 36-37 ans. Est-ce qu'il y en aura des gens qui vont faire ouais bon mais il patine plus, il avance plus hein, ou peut-être qu'il avancera toujours, mais c'est un certain risque aussi hein, d'aller jusqu'à cet âge-là, je me dis pour les... Oui, puis après je pense que tu as un discount sur les 2 premières années, puis après tu assumes peut-être sur les 2 dernières qu'il va peut-être te coûter un petit peu plus. D'un côté, en tant que club, tu t'assures un joueur productif, même s'il est blessé actuellement, mais un joueur qui est productif pour 2 saisons sans aucun souci. Parce que physiquement il est blessé, mais c'est pas un problème, j'ai l'impression. Donc là c'est du win-win. On en parlait avec Rafael Diaz, oui, 4 ans c'était un risque, ça l'est toujours hein, parce que les 2 premières années se sont passées parfaitement. Le début de la 3e c'est parfait, mais c'est maintenant où on va voir si le risque a été payant ou pas. Ce sera la même pour Fabio Offer. Je pense que c'est une bonne chose. Donc l'un des contrats expirants du HC Bienne ne l'est plus. Et alors on a une question, c'est presque un podcast en fait que nous a envoyé Fabio. Des audios les gars, avec plaisir, hein, déjà avant. Fabio Fusaro. Je préciserai alors, vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. Je sais pas si on peut faire sur les, mais je pense que oui, hein, ça va pas être un problème. Bref. Fabio Fusaro, hello, j'adore votre émission, vos articles, fan du EHCB, présent dans la finale à Genève, que c'est dur cette année d'aller au stade et de les voir jouer. Là aussi, jouer avec les guillemets. On met beaucoup de guillemets dans les questions. Ainsi, question. Apparemment, ce sont les sources de Herbeau. Bon, c'est Greg plutôt, c'est pas R, mais G. C'est R.Beau. H-E-2-R. Ouais. Le courant ne passe pas avec Matikainen et certains, plusieurs joueurs, peut-être des leaders, sénateurs du vestiaire. Option 1, le limoger assez vite et accélérer le renouvellement des cadres aux joueurs importants. Van Pottelberg, Radke, Brayala, Kunsley, enfin bref, il incite une pellée. Brunner et Forster s'ils sont partants pour continuer. Option 2, confirmer le staff et donner clairement le signal qu'on verra un renouvellement de l'équipe et donc nouveau cycle qui prendra du temps. Et du coup, probablement beaucoup de changements de joueurs. Que faire? Votre opinion? Il y a d'autres questions qui viennent après, mais très bien, prenons celle-là. Commençons par celle-ci. Merci déjà de nous poser des questions, c'est toujours un plaisir. C'est vrai que je l'ai dit l'autre jour au Pécaliste et je suis pas le seul à l'entendre. Est-ce que c'est Geoffrey qui a dit aussi qui dit la même chose. Ouais. En fait, c'est marrant parce que sur le plateau, forcément on se fait face. Donc quand je commence à parler de ça, je le vois directement acquiescer. J'étais là, ok, je suis pas le seul. Moi, j'essaye souvent. Alors, c'est un petit regard dans les coulisses. Avant les émissions, je me suis fait avoir une fois ou l'autre, et je dirais pas sur quel plateau, je dirais pas qui était en face de moi, mais je me suis fait avoir une fois ou l'autre à faire des grandes phrases en coulisses sur un truc. Puis au moment où on parle de la thématique sur le plateau, je vois que la personne d'en face dit exactement ce que je pensais. Je donne l'exemple le plus criant que j'ai eu une fois. C'est vraiment, désolé, je digresse totalement. Je me suis retrouvé sur un plateau où on devait parler d'un match de l'équipe de Suisse auquel j'étais présent. L'autre invité dont je tairai le nom ne savait même pas que ce match avait eu lieu. C'était un match contre une nation. C'était contre la Russie, peu importe. Hein, c'est un match Suisse-Russie auquel j'étais présent. L'autre ne savait pas que le match Suisse-Russie avait eu lieu. Et j'explique ce qui s'est passé, là. Et l'invité, au début de l'émission, a exactement quasi fait du verbatim de ce que j'ai dit avant l'émission, alors qu'une heure avant, il ne savait pas que ce match avait eu lieu. Puis j'étais là, t'es vraiment un vieux filou. Donc, moi, j'essaie de pas trop dire de trucs avant l'émission, pas pour garder pour moi des trucs malins, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que si, en fait, on fait une sorte de grand shaker avant l'émission, de tout le monde dit des trucs... en fait, après, on va tous se régurgiter les choses et puis c'est un peu, on a tout mis dans un grand panier à salade et puis chacun prend une phrase et puis je trouve dommage. Et là, je vois justement que quand je dis que Matikainen, il fait plus l'unanimité et puis qu'il me semble qu'il y a un problème et qu'il peine dans ce vestiaire-là à s'imposer, il acquiesce tout de suite. Et je me dis, on est plusieurs à l'entendre. Et oui, comment tu gères ça? C'est difficile parce que, moi je me mets à la place de Martin Steinegger. Tu mets un gars en place, tu lui fais confiance, tu dis on lui donne du temps, il a signé 2 ans je pense. J'ai un doute ça d'ailleurs, tu vois, je fais le mariole. Mais bref, tu mets un gars en place et tu dois c'est ton homme de confiance. Et malheureusement, après quelques mois, ça devient directement compliqué. J'entends dans le vestiaire, effectivement, et je ne vais pas citer de nom parce que j'ai qu'une source qui m'en parle, et peu importe finalement qui dit quoi et comment, c'est pas important. Mais j'entends que ça brasse un petit peu. Donc oui, il y a
il y a des questions à se poser pour Martin Steinegger. Maintenant, moi, je serais assez de la méthode de Julien Vauclair la saison dernière. Merci. C'était bien 2 ans pour Matti Kainen. Merci d'avoir contrôlé. J'ai dit des trucs dans le vide pendant que tu chiais. Non, c'est pas vrai. Non, mais moi, je suis assez de la méthode Julien Vauclair l'année passée. Tu fais une erreur et en fait, continuer. Admettons qu'il arrive à la conclusion que c'était une erreur de le signer 2 ans. En fait, s'entêter dans cette erreur-là, ça devient une deuxième erreur finalement. Ouais. Oui, ça va avoir un coût. Peut-être de t'en séparer si tu décides que tu t'en sépares. Oui, ça aura peut-être un coût, mais en même temps, tu dois peut-être accepter de t'être trompé et puis faire directement machine arrière. Si tu vas dans une fausse direction, puis tu te rends compte que tu vas pas arriver à destination, puis tu fais encore 20 km dans la fausse direction, tu dois revenir 20 km de plus en arrière. Tu fais Martin arrière, c'est ça un peu. Mais difficile de... Je sais pas, parce qu'il y avait l'histoire de Volvend aussi qui était dans le pipeline de Bienne finalement, puis voilà, il avait fait un processus de sélection et c'est pas comme s'il avait mal fait son boulot en fait, c'est ça. T'as l'impression que ça prend pas, mais il y a qui? Alors il y avait aussi Tapola qui était sur le marché à un moment. Alors avant, est-ce que tu peux te dire j'aurais mieux fait de prendre Tapola parce qu'on voit que Tapola ça marche bien en ce moment avec Berne? Est-ce qu'il a eu le choix? Absolument. Tu sais, est-ce que Tapola avait lui le choix puis a dit moi je préfère A par rapport à B? J'en sais rien, mais c'était peut-être pas une option pour lui. Absolument. Non, mais c'est pour ça que je trouve que en plus, il n'y a que 10 matchs, tu sais, c'est déjà, on est là à se dire... Est-ce qu'il faut virer le gars et autres? Là aussi, je pense que c'est comme les étrangers, laissons-lui du temps, mais... C'est quoi le temps? C'est 20 matchs, on va dire, à peu près. À quel moment c'est le point de non-retour où tu te dis, ouais, mais là, en fait... On est en train de se niquer une saison, et puis si on réagit pas maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec la Ligue à 14, mais le play-in à 10, ça te donne du temps quand même. Oui. T'as le droit d'avoir 10 matchs où ça se passe pas bien, de même encore 5 ou 6 où ça se passe pas bien. Mais pour moi, on doit gentiment commencer à se poser des questions et à poser des questions autour du HC Bienne. La méthode Matti Kainen, elle va aussi peut-être plus facilement marcher si les résultats deviennent un petit peu meilleurs. C'est pas le cas actuellement. Puis il y a des blessés quand même. Je trouve qu'à Bienne, on a tendance à... on aime bien ne pas en faire trop et dire, ma foi, tu fais jouer les joueurs que t'as, ça teste ta profondeur. Oui, c'est un facteur, c'est clair. Mais effectivement, Eponiemi, quand tu l'attends comme étant sans doute un de tes fers de lance en attaque, puis qu'il est pas là, et puis alors après, ça permet de revenir sur les questions de Fabio. Qu'est-ce qu'offrira le marché pour l'année prochaine? Intégrer plus de jeunes établis sur le moyen-long terme? Point d'interrogation. Et que faire de Villepoka? Où il est mauvais, où il est mal coaché, en espérant que Löw puisse rejouer? Ouais, alors ça, c'est une vraie question, Villepoka. On en a parlé la semaine passée. Ouais. Là, il nous a refait une calamité ce week-end. Et pourtant, on avait toujours... Je me rappelle, à mon instant, on avait toujours dit bénéfice du doute à Martin Steinegger, son track record, comme ils disent en Amérique du Nord, parle pour lui. Absolument. Donc, bénéfice du doute. Laissons-lui du temps, encore une fois. Il y a certains joueurs qui ont mis 10-15 matchs avant de jouer pleinement. Alors moi, j'avoue, je l'ai viré de mon hockey manager. Je sais pas pourquoi. Dans mon équipe, il y a la mieux classée de toutes. Ouais. Je sais pas comment j'ai commencé avec Machin dans mon équipe. Il était pas trop cher. Puis pareil, je l'ai aussi dans le... Et comme il y a les changements de valeur aujourd'hui qui interviennent, il faut que je prenne une décision et ça va être terrible. L'autre jour, ça passe décisive sur le but de Cloton. Ils m'ont pas donné de points, l'équipe de hockey manager. J'attends toujours. Il manque ces 10 points là. Mais non, Villepoka, c'est vraiment difficile. De toute façon, ils l'ont sous contrat, donc ils vont le garder. Mais surtout, vu on dit souvent sell high ou buy low, là c'est du sell low si tu le vends maintenant. Ouais. En gros, tu dois donner 130% de son salaire pour que l'autre accepte de l'avoir dans le vestiaire, à peu de choses près. Donc non, il va falloir le garder et espérer que. Maintenant, est-ce qu'il est mal coaché? Peut-être. Est-ce que le style de Matti Kainen ne fonctionne pas avec Villepoka? C'est tout à fait possible. Toujours est-il que ça, c'est un gros problème de Bienne. C'est quand même les étrangers sous contrat. Quand on engage pour remplacer des blessés, ça veut dire que tu as 8 étrangers sous contrat. Ils n'ont pas tous activé la licence. Mais tôt ou tard, Eponiemi va activer une licence. Löw, ça on ne sait pas. Il y a plus d'incertitude autour de Löw. Mais je pars du principe qu'il va quand même l'activer une fois. Surtout s'il est apte à jouer. Ils vont se dépêcher d'eux. C'est-à-dire qu'il ne te reste plus que 2 cartes pour un étranger. Et il faut vraiment pas se planter, sachant que, le gardien, tu peux dire avec Van Pottelberg, pas besoin. Voilà. Tu as tes 3 défenseurs étrangers, pour faire collection, peut-être t'engages un attaquant. Absolument. Mais il reste que 2 places. Donc c'est vrai que là, c'est difficile de... Il y a peu de marge de manœuvre et j'ai l'impression que ça doit presque être de l'intérieur que ça va ça va revenir, on va dire,
mojo, je sais pas comment dire. Exactement, le flow un peu là. Autre question, je m'y connais pas les masses, mais pourquoi faire toujours jouer Rayala en box-play? C'est logique. Et pas par exemple Delémont qui joue pas en général en box-play. D'ailleurs, que pensez-vous du début de saison de Delémont? Voilà en vrac mes suggestions, questions. Super, bah merci beaucoup. Bon, Rayala et Delémont, je me doute bien que vu que sa question elle est très détaillée et il sait très bien de quoi il parle. Je pense pas qu'il veut remplacer Rayala par Delémont. Non. Pourquoi? Ça, j'ai bien compris. Mais effectivement, ils ont pas le même rôle sur le boxplay. Rayala, c'est un bon joueur en boxplay, je trouve. Donc, bon joueur en powerplay en plus. Bon joueur en powerplay, il a pas peur de jouer des minutes. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ce choix-là, je dois dire. Après, s'il commence à être un peu moins efficace devant, est-ce que tu te dis, ouais, mais peut-être qu'il faudrait lui couper un peu les minutes en boxplay? C'est une vraie option. Hein. Mais à un moment qu'Hunslet va revenir, ça peut être un joueur qui va faire du bien à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, je pense plutôt que c'est là que la solution la solution va arriver. Parce qu'on a un Kunti, tu parles de Kunsley, ça me fait automatiquement penser à Kunti à Brunner, j'avoue. Kunti, il connaît un début de saison. Est-ce qu'il est aussi un peu blessé, donc il n'est pas à 100%? Il est absent, et puis voilà, Kunsled a été absent 6 semaines, il est censé revenir tout soudain. Puis la deuxième partie de la question de Lémon, moi dans ma présentation du HC Bien, de chaque club, j'avais tout le temps la question qu'on ne se pose pas encore. Et pour Bien, j'avais dit, est-ce que Delémont pourrait pas devenir le successeur de Yannick Radgable, un successeur crédible à Yannick Radgable? On n'en est pas encore là. Pas encore là du tout d'ailleurs, parce que n'oublions pas que Delémont n'a que 21 ans. Ça fait partie de ces joueurs, on en parle depuis tellement longtemps, on oublie, mais il a 21 ans, Delémont. Mais il a déjà une jolie petite expérience. La saison passée, il est à 13 points. Là, il a déjà 3 points en 11 matchs, 3 passes décisives. Son temps de jeu, il a eu des matchs à quasi 20 minutes de glace. Il en a d'autres. Il est encore toujours un petit peu sur le ballon. Mais moi, j'aime bien comment Noah Delémont se développe. Et accessoirement, c'est un joueur avec qui j'aime bien parler. Donc, s'il se développe bien, ça donne un interlocuteur chouette avec qui discuter à la fin des matchs. Parce que c'est vrai que quand tu as un joueur que tu aimes bien mais qui joue 36 secondes, bah, tu vas pas le faire venir plus de temps à l'interview qu'il a passé sur la glace. Et ça lui est arrivé de temps en temps l'année passée, c'était presque dommage. Et moi, j'aime vraiment bien son développement. Ce qui est bien, c'est que grâce aux auditeurs, on a plein de questions sur plein de clubs et en général sur les 5 clubs romans, ça tombe bien. On a des questions sur Genève et alors... Tu ne seras pas surpris, bien évidemment. Elle tourne beaucoup autour d'Henrik Haapala. Nicolas Montagnac qui nous dit « Bonsoir, j'ai découvert votre podcast il y a 1 an par hasard et depuis chaque mercredi, j'attends avec impatience 17h. En tant que grand fan du Genève Servette, j'ai 2 questions à vous poser. Que pensez-vous de Haapala et savez-vous s'il sera prolongé et si oui, qui enlevé de l'effectif ?» J'en profite pour dire qu'on a plusieurs questions au niveau de la prolongation d'Haapala. On va prendre évidemment une parmi les 3 ou 4. Hein. Suite à la victoire en Champions Hockey League avec le dernier but en surnombre ou pas, pouvez-vous donner votre avis et un peu l'expliquer si oui ou non le but doit être accordé ou si normalement c'est surnombre ou juste pas? Merci d'avance si vous pouvez y répondre encore. Merci pour ce très beau podcast. Même fan du Genève Servette, je l'écoute en entier car je le trouve très intéressant. Merci Bonne beaucoup. soirée à vous. Ça fait toujours très plaisir. Je le dis pareil pour moi, les podcasts que j'écoute sur la NBA, ça me fait... certains que j'écoute où ils parlent de tous les clubs, ça me fait écouter et m'intéresser à d'autres clubs. Je trouve ça super. Donc ça fait très plaisir d'entendre ça. Haapala, alors j'ai regardé, c'est 10 points sur les 6 derniers matchs. Hein. Ouais, ou 10 points en 8 matchs, vu qu'il a commencé à 0/2, mais ouais, c'est très juste. Et il a 7 sur les 3 derniers matchs. Il tourne bien là. Hein. Ouais, j'allais dire Haapala réponse sur sa prolongation. Voilà, je me dis que peut-être qu'il va bientôt partir, donc profitons encore de faire des blagues là autour. Vu comme il joue, je pense qu'il va rester. Je ne sais pas s'il va rester, mais ça me surprendrait qu'il parte. J'ai essayé d'avoir la réponse pour ce podcast justement. Je ne l'ai pas encore. Je sais que lorsqu'il a été signé à Genève, le mot a été dit aux autres clubs que dans un mois il serait peut-être sur le marché de nouveau, donc ça pourrait intéresser d'autres clubs. Tu m'étonnes que ça va intéresser d'autres clubs vu comme il joue actuellement. Maintenant, faut pas négliger la connexion finlandaise qui est très présente, qui existe là. Lennström est de retour, donc ça veut dire que maintenant les 7 défenseurs sont engageables. Ça veut pas dire que t'es pas très content d'avoir un tournus de temps en temps. Hein. D'ailleurs, à part ça, c'est drôle, hein, je fais une petite digression, mais parce que tu me fais penser à Lennström, et je me suis demandé, parce que Vatanen, des fois, il était quand même un peu cata, cette saison, et je me suis demandé s'il arrivait à assumer un rôle de premier défenseur, ou en tout cas, l'année passée, comme il était en deuxième vague avec un Tom Ernest qui gérait un peu tout le truc, est-ce que d'avoir un Lennström qui gère un peu à la même manière que Tom Ernest
permet d'avoir Vatanen qui vient un peu en deuxième vague et qui est plus efficace. C'était une interrogation. C'est possible que ça puisse bonifier Vatanen d'avoir un peu moins de responsabilité, c'est clair. Voyons ce que ça donne. Lindström a joué qu'un match. Bon, il marque un but, pas vilain d'ailleurs. Ouais. Mais je pense que le fait que Lindström revienne ne va pas faire en sorte que ça va décider pour Haapala ou non. J'imagine qu'il a convaincu les dirigeants genevois que c'était un bon investissement. Il est là. Lui, il va pas vouloir partir. En gros, admettons qu'un club vienne sur le marché, soit sur le marché puis s'intéresse à lui, il va pas lui donner 2 fois plus d'argent. Déjà parce que Svoboda est plus là. Pardon, c'est une petite blague obligatoire. Il va pas donner 2 fois plus d'argent. Donc lui, il est à un endroit, visiblement il se plaît bien, il est dans un vestiaire où il a des connexions déjà. Pour moi, si Genève veut le conserver, il va rester. Je vois pas d'autres options sur la table actuellement, mais la seule question, c'est est-ce que Genève veut le conserver ? Ce serait une erreur de pas le faire. Je pense juste qu'il propose depuis qu'il est là et ça donne une vraie profondeur. Et une option à Cadieux, avec jouer avec 2 derrière et 4 devant, 1-5 si t'as envie. Ouais. Et sur toute une saison, t'as besoin d'un 7e étranger. Si c'est pour se retrouver sur le marché dans 1 mois et demi, parce qu'il faut de nouveau. Puis Haapala a signé, j'en sais rien où. Et plus là, quoi, ouais, c'est ça. Voilà. On pourrait encore faire 2-3 blagues. S'il reprolonge, on continue encore. Allez, on continue encore. Donc, moi, je vois pas d'autre option. Mais par contre, j'ai pas la réponse. C'est vraiment de la pure spéculation. Concernant le but en prolongation en Ligue des Champions, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, engagement gagné en zone défensive à 3 contre 3. Changement en prolongation, en prolongation. Changement de Tanner Richard, bout du banc. Entrée sur la glace de Winnick, bout du banc, mais un en défense, l'autre à la ligne rouge. Ce qui fait que ça crée clairement un décalage. Genève l'a déjà fait par le passé, on l'avait déjà évoqué à ce micro. Fribourg l'a déjà fait. Fribourg l'a fait, mais c'est vrai que je pense l'un des premiers à être parti là-dedans, c'était Patrick Aymon lors de son passage. Mais Aymon ou Cadieux, mais bref, Cadieux était l'assistant de Aymon. Donc bref, ce staff-là l'avait déjà fait par le passé, la saison passée de nouveau. C'est complètement légal de le faire parce que tu rentres comme tu veux et tu sors comme tu veux sur la glace. Il y a toujours pour éviter un incident, mais toujours ce mètre et demi avec la bande qui est un peu la zone tampon. Faut pas que le puck vienne à ce moment-là, à cet endroit-là, sinon t'as un petit problème. J'ai cherché sur l'image, on voit rien du tout. En gros, on devine que Vatanen se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir à l'autre bout et on voit que Richard n'est plus vraiment là. Mais où est Winnick et où? Aucune idée. Winnick, je pense que c'est bon. La question, c'est est-ce que Richard est arrivé au banc, en fait. Voilà. Et ça, je sais pas. J'ai pas vu d'angle de caméra suffisant. Non. Mais j'ai regardé le match en direct hier et les arbitres sont allés regarder parce que Varada, le coach de Pardubice, était franc fou. Il était mais c'est n'importe quoi. Et il était pas content. On a regardé si on avait des meilleurs angles que les arbitres. Finalement, on a un trouvé. Ils ont accordé ce goal. Donc, tant mieux pour Genève. J'aime bien les Américains utilisent le bag of tricks. C'est un peu le sac où tu as des jeux. De sac à surprise. Et je trouve que c'est assez cool d'avoir ça. Puis ma foi, voilà, Genève est qualifié pour la suite. Au passage, très belle victoire parce que Pardubice, on a un peu tendance à pas trop les considérer parce que c'est une équipe tchèque. Moi, on m'a dit c'est une des meilleures équipes évoluant en Europe. Varada, un des meilleurs coachs peut-être. Alors, ouais, moi c'est un club qui soit qu'il l'a affronté, ou je sais pas s'ils se sont joués en pré-saison, mais qui m'a dit c'est quasi mon club préféré. Je trouve l'un des clubs les plus forts en Europe. Et oui, il y a d'excellents joueurs, des Lucas Radi, les Zohorna, des Kouchal qu'on voit nous régulièrement aussi quand on a des championnats du monde, Lucas Sedlak est tellement fort. Oui. Et donc c'est une vraie belle équipe et gagner là, c'est très solide. On poursuit nos questions et c'est vrai que vous avez... Il n'y a pas beaucoup de questions sur le LHC, à part quelqu'un qui a mis ce que j'aime ou ce que j'aime pas, c'est pas aimer le 9-2 à Zug.
peux comprendre. Hein, Je crois qu'ils sont 2-3 dans le vestiaire à penser pareil, mais je peux que comprendre. Il y a une question de Sébastien Dupéret. Est-ce qu'on a des news sur un étranger supplémentaire au LHC? Ça me faisait rire parce que tu parlais d'Apala, puis je me disais, si il est sur le marché, est-ce que John Foos peut dire volontiers, même si il y a moins de connexions finlandaises, il y a quand même Suomela, et si tu lui colles un... Salomaki, Suomela. Ouais, c'est vrai que finalement, il y en a quand même déjà là. 2, mais si tu lui colles un Apala avec, est-ce que ça pourrait être sympa? Pas de news, hein, je crois. Non, pas de news. Sinon, tu l'aurais écrit. C'est toujours la même chose, non. Moi, je peux effectivement imaginer que Lausanne pourrait être intéressé d'engager quelqu'un. John Foos, il y a 1 mois, mais ça date, m'avait dit qu'il était plutôt sur le marché, un peu toujours aux aguets, mais c'est ce qu'un GM te répondra toujours. C'est que, en gros, si Crosby dit qu'il veut absolument venir à Langnau, puis qu'il paye pour venir, le GM va le signer. C'est logique, ils sont tous aux aguets de la bonne affaire. C'est clairement c'est évident. Maintenant, la question, c'est comment tu gères? Parce qu'on avait dit qu'il fallait partir avec 2 défenseurs étrangers, ce que Lausanne fait depuis le début de saison avec Pallet et Juice, qui donne satisfaction. On a dit la semaine passée, Pallet a un jeu un peu à risque de temps en temps, et puis voilà. Mais après, on peut aussi réfléchir différemment. On peut se dire, mais la défense de Lausanne il y a tellement de joueurs qui peuvent potentiellement jouer dans le top 6 que si tu enlèves un des 2 étrangers, est-ce que tu n'as quand même pas suffisamment t'es pas suffisamment solide quand même pour engager un étranger, pour aligner un étranger supplémentaire devant? Maintenant, Salomaki est absent depuis quelques matchs. Sekac est absent depuis quelques matchs. Pas pour les mêmes raisons. Il y en a un, il est blessé, l'autre, il est pas bon. Mais ils sont les 2 absents. Ça ferait peut-être pas de mal d'avoir un peu de concurrence à cet endroit-là pour un Jiří Sekac qui va pas très bien depuis le début de saison, alors qu'on l'avait dit, on l'attendait vraiment fort cette saison, lui. Et t'as encore Raffel qui est sur les plots et... Encore un moment, donc ça donne aussi un peu une flexibilité en termes de budget, parce que maintenant c'est aussi un facteur qu'on doit prendre en considération aussi à Lausanne. Avant c'était partout ailleurs sauf à Lausanne, parce que Lausanne, l'expression qu'on m'a donnée, c'était il dépense comme un marin ivre. Et je sais pas, je connais pas cette expression en français, mais visiblement en anglais elle se dit. Mais là, avec Suomela, de toute façon il va jouer. Pour moi, les défenseurs étrangers doivent jouer. Kovacs fait un bon début de saison. Salomaki, et on le dit toujours très volontiers quand on a tort ou quand on a raison, on le dit aussi de temps en temps. Salomaki fait un début de saison très surprenant. Il est vraiment très bon. Et il aidait cette ligne en fait. Exactement. Ça. Et autant si l'année passée il nous a donné raison l'année passée, on va dire, il n'a pas apporté grand chose, mais même mieux que ce qu'on imaginait au passage. Mais là, dans un rôle de travailleur sur une ligne très offensive avec des joueurs doués qui lui va peut-être l'aider à faire de la place. Oui, c'est étonnant d'avoir un étranger pour faire ce rôle-là, mais si tes joueurs suisses produisent derrière, puis que tu as suffisamment de profondeur en joueurs suisses, que tu grilles entre guillemets une licence pour permettre à Suomela et Kovacs de produire, je pense que c'est pas perdu. Complètement. Donc tu as ces 3-là que tu fais jouer ensemble, tu as les 2 défenseurs étrangers que tu fais jouer ensemble, pas ensemble, que tu fais jouer. Après tu as Sekac qui est là, je sais pas, ça mettrait peut-être un peu le feu aux fesses de Jiří. Oui, Sekac qui est en fin de contrat, qui dispute la dernière année de ses 3 ans. En ce moment, vu ce qu'il produit, je pense que John Foos est pas pressé de le signer. Honnêtement, Raffel est sur les plots aussi, donc voilà. Jusqu'en janvier encore. Ouais. Ce qui avait été dit au début, j'ai pas absolument. Il y a de la... Il a un peu de l'attitude avec ses étrangers et je pense qu'il va pas se stresser là-dessus en disant, vu le début de saison de Sekac, c'est plutôt Lausanne qui tient le couteau par le manche, je pourrais prendre une bonne vieille expression. Mais moi, je me pose une autre question sur la table, c'est que tu as 7 étrangers, tu as 2 gardiens suisses qui sont censés être des assurances risques et donc pas besoin d'avoir un étranger supplémentaire. Mais actuellement, Punev ne joue pas du tout ce rôle, donc tu ne comptes, on peut peut-être en parler juste après de Punev, tu comptes quasi que sur Connor Hughes. S'il se passe un truc avec Hughes, est-ce que tu dois pas avoir à un moment une marge aussi pour aller chercher un gardien étranger? On se rappelle que le Rikkanen a particulièrement aidé Lausanne la saison dernière. Absolument. Donc la carte pour d'engager un étranger, c'est pas une mauvaise idée non plus. Donc oui, je pense qu'il est sur le marché actuellement. Oui, je pense que ce serait plutôt pour un attaquant. C'est logique, tu peux engager un défenseur supplémentaire. Mais j'avoue que je comprendrais qu'il le fasse aussi pour essayer de bonifier ses catchs ou de le sortir du trou.
avec le risque que tu le perdes aussi. Parce que s'il commence à se retrouver en tribune à être franc-fou, ça va pas aider. Mais en même temps, il a rien fait pour justifier d'être sur la glace depuis le début de saison. Et le fait, justement, ces questions contractuelles te permettent à Lausanne d'avoir comment dire, l'avantage, pas dans la négociation, que dans la négociation, mais un peu partout, en disant, écoute mon gars, à toi de voir, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui justifie qu'on te conserve. Et si lui, il se dit, mais j'ai quand même un bon salaire, mais j'aime quand même bien le truc, je me fais pas de soucis pour ces catchs. Je pense qu'il pourra de toute façon retrouver quelque chose ailleurs. Il y a pas de problème. Mais si tu te sens pas trop mal dans un club et que t'es content. Moi, je réfléchis à l'inverse. Peut-être si tu veux t'en séparer, c'est aussi plus facile. Vu qu'il est en fin de contrat, tu dis, écoute, Gaillard, ce que fait Cloten avec son défenseur suédois, oui. C'est de dire, nous, on préférait que tu t'en ailles, tu as tout intérêt à t'en aller parce que tu es en fin de contrat, mais tu as tous les droits de venir t'entraîner avec nous, si tu veux venir voir les matchs, tu es le bienvenu, on t'offre un billet. Mais voilà, si tu veux te séparer d'un joueur qui est en fin de contrat, je dis pas que Lausanne veut le faire, attention. Ouais. Mais si tu veux te séparer d'un joueur en fin de contrat, c'est plus facile, parce que tu peux dire, écoute, on te doit X, il y a tel club qui serait intéressé à t'engager pour X moins 40%, nous on te donne les 40%, mais tu pars, c'est totalement une option. Tandis que si le reste est une année supplémentaire, ça serait autre chose. Donc la situation avec ces catchs, elle n'est pas trop urgente, je trouve. Mais oui, un ailier étranger, ça m'a l'air d'être pas une obligation, mais il devrait le faire. Ouais. Question de Thiago Neves. Salut les gaillards. Question lausannoise, parlons gardien. Si on regarde les stats simples. J'avais pas vu, pardon, alors très bien. Pourcent de sauve-save, vous avez but encaissé, on pourrait être tenté de croire qu'une hiérarchie est claire. Que disent les matchs que vous avez vus et les stats avancées? Le druide lausannois serait-il tenté, une fois pour toutes, de trancher clairement? N'a-t-il pas tranché clairement déjà, en fait? On a l'impression. Moi, c'est l'impression que j'avais quand il y a eu les 4 matchs consécutifs de Connor Hughes. Pour moi, il a tranché. Mais par contre, il a tranché, mais lui ou Christo, finalement. C'est le staff, ouais. En fait, c'est une discussion entre tout le monde. Donc, Christo Valuet, en tant que coach des gardiens, fait sa recommandation, mais c'est toujours le coach qui va décider qui l'envoie devant le filet. Et c'est comme ça que j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que ça se passe comme ça à Lausanne, et j'ai l'impression que ça se passe comme ça à plein d'endroits, parce qu'au bout d'un moment, si le gardien se trouve, c'est quand même le coach qui va devoir en assumer les conséquences, c'est pas le coach des gardiens. Donc le coach doit aussi donner son accord à la titularisation ou non d'un joueur. Ils envoient Pounev devant le filet à Zug après 4 matchs sans temps de glace. Ça se passe vraiment pas bien, mais pas que pour lui. Là, lui jeter la pierre, déjà il la rattraperait pas. Mais non, là c'est une blague qui est gratuite. Non, lui jeter la pierre, ce serait salaud, parce que je pense qu'il est certes pas bon, mais il n'a pas été aidé ce soir-là. Donc, la hiérarchie, elle est devenue claire, mais elle est momentanée. C'est ça l'avantage d'avoir 2 gardiens. Ça, on l'a toujours dit. C'est que tu peux aussi à un moment t'appuyer sur la main chaude, on va appeler ça comme ça. Et d'ailleurs, j'ai fait un sujet sur ça avec Christophe Alluet mardi, sur peut-on encore sauver Pounev. Puis il me dit, oui, maintenant c'est indéniable que Connor Hughes a la main chaude et c'est normal qu'il joue un peu plus, mais ça veut pas dire que c'est immuable. Et maintenant, à Pounev de travailler et à lui de se dire, en fait, il faut que je mette un coup de collier, et puis la prochaine fois que j'ai ma chance, à moi de montrer que je peux regarder Hughes dans les yeux. Ça, c'est pas Christo qui me le dit, mais c'est quand même comme ça que ça peut se passer. Et si Hughes a un coup de moins bien, ce qui peut arriver, derrière, tu peux dire, voilà, Ivar, c'est de nouveau à ton tour. Puis ça peut se réinverser 3, 4, 5 fois durant la saison, ces périodes de creux de l'un et de haut de l'autre. Le but d'un club qui a 2 gardiens, un A, un B, on va dire, c'est d'en avoir toujours un qui est chaud. Et l'avantage de pouvoir le reposer, de faire des périodes de repos, on va dire, ou de pas donner de back-to-back, etc., c'est que tu peux peut-être maximiser ces temps un peu plus chauds. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec Connor Hughes. Ils ont voulu le ménager à Zug. En même temps, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils l'ont pas envoyé sur la glace derrière. Ils ont laissé Pounev, qu'à la fin du match, il y avait 5-0 après un tiers. Ils ont un peu décidé qu'ils ont tiré la prise, honnêtement. Absolument. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il fallait pas le sortir? En même temps, le pauvre, il a pas joué depuis 4 matchs. Il joue au bout de 20 minutes, tu le rappelles au banc. Qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que j'en ai pas parlé avec Christophe Alluet dans ma discussion, mais est-ce qu'ils lui ont même à lui posé la question? Tu veux sortir. Puis je pense qu'un gardien va toujours dire non, je veux continuer de jouer, et puis je veux essayer de faire le prochain arrêt, en fait. Exactement. Et il n'a pas été dramatique jusqu'à la fin du match, mais le mal était fait. Actuellement, oui, la hiérarchie elle est claire, et je pense qu'elle est établie aussi dans la tête de Jeff Ward. Le druide, comme l'a dit notre auditeur.
Comme a dit Thiago. Nathan Scherler, avant, il y a juste une question de Sébastien Riedo sur les casques. Il demandait s'il y a des petits boîtiers ou petites boîtes sur les casques. À quoi ça sert? Je crois que c'est pour les commotions. Ouais, c'est juste. Justement, c'est des capteurs pour l'intensité des chocs, etc. Pour c'est des chocs à la tête, pour pouvoir analyser comment la tête a réagi. Et je me suis pas penché davantage sur la question, mais c'est clairement lié à ça. D'abord important pour les commotions d'ailleurs. On a un auditeur, Jean-François, qui connaît très très bien tout ce qui est commotion, problème de vision aussi. Donc si jamais, peut-être qu'il pourra même nous dire oui c'est bien ça, une fois qu'il aura écouté cet épisode. Donc je disais Nathan Scherler, bonjour tout d'abord, merci pour votre podcast qui est toujours sympa à écouter. Que pensez-vous de la montée en puissance du HC Davos et du SCB? Intéressé d'avoir vos avis, bonne semaine. J'aime bien la question qui nous permet aussi de sortir un tout petit peu du cadre roman et de partir dans les montagnes grisonnes, parce qu'on le fait assez rarement. Joli début de saison aussi. Ça me permet juste de dire ce que j'ai bien aimé, c'est Valentin Nussbaumer. J'aime bien Simon Knack, mais Valentin Nussbaumer, qui est un 2000, tu le mentionnais quand on parlait de Bernie, des Bichères, justement, et tu disais, il y a Valentin Nussbaumer aussi qui est un 2000, qui est en train de faire vraiment une jolie saison, qui joue avec les étrangers, ou qui en tout cas joue un des étrangers. Il marche bien. Et lui, en tout cas, c'est un des futurs bons attaquants suisses, normalement, mais il est en train de franchir ce petit palier supplémentaire où tu te dis, ah ouais, là, il commence à faire partie des attaquants qui comptent dans ce championnat et pas simplement le jeune qui est en devenir. Ouais, j'ai l'impression. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Bern, c'est le Marco Lehmann. Alors, il se trouve que je t'ai un peu écouté aussi, ou en tout cas lors d'une discussion comme ça, tu m'as pas dit prends Marco Lehmann à Hockey Manager, mais j'avais pris Marco Lehmann à Hockey Manager. J'ai effectivement pris dans mon équipe. Et je suis pas mécontent. Avec Benjamin Baumgartner aussi, qui avait connu une période difficile à Lausanne et une période difficile à Berne. C'était depuis ces années davosiennes où il était monté un peu, où on était là, waouh, il avait eu un peu plus de peine, ça commence à revenir. Marco Lehmann a été longtemps blessé, c'était un super joueur à Rapperswil, c'était quasiment, je crois, le jeune de l'année. Oui. Et puis après il s'est blessé, ça a été long. Là, je pense qu'il commence à être en pleine possession de ses moyens. C'est assez chouette à voir, et ça renouvelle aussi un petit peu, j'ai envie de dire, le cheptel des attaquants suisses, alors que, à contrario, une grosse déception de ma part, c'est Gregory Hoffman, qui pour l'instant est assez absent finalement, et malgré tout, quand tu joues sur les lignes, il était quand même avec Kovar et avec Marchini, il n'y a plus Simeone, ça a l'air de quand même pas fonctionner, alors que finalement, il n'est pas avec deux manches. Et je suis un peu déçu de la part d'Hoffman. Mais là, je digresse. C'était plutôt Davos et moi, j'aime bien. Et Bern, deux nouveaux coachs avec Holden Tapola. Oui. Là aussi, des fois, Holden, on pouvait se dire qu'il connaît quand même bien le truc. Tapola, il arrivait un peu dans l'inconnu. Mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est assez intéressant. Ouais, moi j'aime bien la saison de Davos. Effectivement, il faut quand même mentionner aussi une chose, c'est que Davos n'a pas été épargné par les blessures en début de saison. Notamment Enzo Corvi. Corvi a que 2 matchs. Fora. Rasmussen n'a que 7 matchs. Fora n'est pas là depuis le début de saison ou presque. Brichtet est absent. Mais surtout, à un moment, ils ont joué avec seulement 2 centres. Ils ont joué avec Nordström et Egli. Puis derrière, ils ont un peu bricolé. Et malgré ça, ils ont quand même eu pas mal de succès assez tôt. Et là, les joueurs reviennent gentiment en santé du côté de Davos. Et c'est bien ce qui se passe là-bas. Effectivement, la construction de cette équipe, elle me plaît. Derrière, ils ont remplacé Nygren par Nekive. Ça se passe pas mal du tout. Comme tu disais, il manque encore Fora, mais le top 4 défensif d'Albeck, Egli est de retour, parce qu'Egli a manqué pas mal aussi. Il manquait Egli et Fora. Enfin, de se dire qu'ils en sont là, avec ce qu'ils ont eu comme début de saison en termes de poisse, chapeau, mais vraiment chapeau. Donc, et aussi, ils ont deux gardiens, ils ont Schliemann Essen, mais Schliemann, il fait un sacré début de saison aussi. Donc, début de saison de Davos exemplaire, je suis tout à fait d'accord. Et puis Berne, on l'a aussi dit, des fois, ils gagnent avec peu de buts. Ils arrivent à les gagner. Je me souviens de victoire à Ajoie 2-1, ça suffit. Ça fait quand même 3 points. Et ils ont Reitborn, qui est un bon goalie. Ouais. Honnêtement, on était un peu plus, je vais pas dire perplexe, mais parce que comme il venait de KHL, il y a ce côté un peu, t'étais resté ouais, en Russie. Il est là, on n'en parle plus. C'est comme Ovitu, on le dit quand il arrive, puis après, voilà. Voilà.
Leffel est vraiment très très bon aussi. Quand ils étaient allés chercher ce Luoto, un peu comme Appala, quoi. Tu viens pendant un petit moment en attendant que. Maintenant, ils ont récupéré leurs blessés aussi. Donc, ils ont un contingent plus complet. Ça fonctionne toujours bien en ce moment. C'est une des meilleures équipes en termes de corsi depuis le début du championnat, le CP Berne. Donc, ils ont 21 points déjà, mais ils ont aussi le volume qui va avec. Il leur a manqué Corban Knight un bon bout, alors que lui, c'est quand même censé être un de leurs gros renforts estivaux. Et même Martin Ferk, qui est des fois même surnuméraire, alors que c'était censé être là aussi un gros renfort estival, et finalement, tu peux même te permettre de t'en passer. Donc... tout va pas trop mal, ils peuvent se permettre de prêter Enauer à Cloton parce que... Ils le faisaient pour jouer de toute façon. Voilà, puis que leur défense elle tient. Ça, au passage. Incroyable. Le fiasco Enauer à Berne, c'est aussi un problème par ça. Mais pas un problème pour Berne, mais c'est dommage aussi pour le joueur. Mais s'il peut se relancer à Cloton et puis après peut-être s'il est dans un autre club et... on sait jamais, peut-être qu'un Rapperswil qui décide de se dire ce projet-là m'intéresse. Mais oui, Corban Knight, c'est 5 matchs, 4 points depuis son arrivée. Ouais. Et, lui, il faut vraiment l'avoir dans un coin de la tête aussi. Je parle hockey manager pour ceux que ça intéresse. Mais entre Kaoun qui a 1 point par match, entre Lehmann qui est excellent, la reconstruction, elle est toujours en cours à Berne. Ça prend du temps quand tu as eu une période comme ça où il faut renouveler tes cadres. Mais c'est quand même en train de se faire. Justement, Lehmann, Baumgartner, c'est un peu du sang neuf. C'est plus toujours les mêmes. Chervet, Moser. Ces joueurs qui commencent presque. Alors, Chervet, on se rappelle son triplé le premier soir. Oui. Mais après, il joue pas un rôle énorme du côté de Berne. Il est même des fois en 4e ligne, si je dis pas de bêtises. 4e ligne avec Bader et Moser. Il joue plutôt là. Vermin, pardon, avec Bader et Moser. Chervet, il est aussi des fois en 4e ligne. Bref, il commence à avoir une hiérarchie qui se crée ici. Les étrangers ont été bien choisis. Visiblement, Onka, j'aime assez ce que j'en ai vu jusqu'à présent. Et comme tu dis, Fer qu'il a joué que 7 matchs, mais ce qu'il a montré sur les 7 matchs, c'est assez intéressant. Ouais, je pense que Berne est gentiment, mais sûrement de retour là. Voilà, on est au terme de cet épisode 8 de la saison 6 de Colfax. J'ai jamais compté le nombre d'épisodes qu'on a fait, mais ça va quand même être une belle pellée au bout du compte. Hein. J'irais plus de 200, je pense, à force. Faudra qu'on fasse quelque chose pour le millième. On a encore un peu de marge. Merci beaucoup pour votre fidélité. Puis cet épisode a été construit autour de vos questions. Donc merci aussi d'avoir participé activement à ces questions. On espère avoir été complet dans nos réponses. Malheureusement, on en a laissé quelques-unes de côté, mais certaines étaient redondantes, mais elles étaient sur la même thématique. On a essayé de les grouper au mieux. Donc ne le prenez pas mal si votre question n'a pas été prise. On en a peut-être même aussi gardé pour la suite. Bref, ça viendra sûrement. Et d'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. C'est pas parce qu'on pose pas... Chaque semaine, on est prêt à y répondre ou à thématiser vos pensées. Parce que ou les opinions aussi, des fois. J'aime bien... Il y en a qui ont mis aussi... j'aime bien les jeunes, par exemple, les jeunes joueurs. On a pu en parler à travers Marco Lehmann. C'est pour ça que j'essayais un petit peu de le mentionner, quoi. Et donc, d'ici la semaine prochaine, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous. Facebook, Twitter, Instagram. Parlez de nous autour de vous. C'est toujours une bonne... Le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités que vous pouvez nous faire, comme dit en début d'épisode. Donc, n'hésitez pas à dire à vos potes que s'ils savent pas quoi faire, il faut nous écouter. C'est jamais perdu. S'ils ont 1 heure à tuer par semaine ou s'ils sont en voiture dans les transports publics, traire les vaches pour certains. Au sport, il y a plein de moyens de nous écouter. Et d'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour. Moi, je serai présent à Ajoie-Lausanne vendredi soir. Je pense que c'est difficile de le rater, celui-ci. Samedi, je suis off. J'ose le dire. Voilà, je suis off. Et à la semaine prochaine. À bientôt.